Cet épisode est sponsorisé par la marque Larrock Fitness, concepteur et fabricant français de matériel de fitness. Disposant d'une large gamme de produits allant du matériel classique pour salle commerciale jusqu'au matériel de musculation en passant par une large gamme dédiée à l'entraînement fonctionnel, Larrock propose du matériel de très haute qualité et le tout made in France. Son savoir-faire, son expertise et sa quête perpétuelle d'innovation dans le milieu du fitness font d'elle une marque de référence sur le marché. S'appuyant sur les préparateurs physiques et entraîneurs de terrain, Larrock développe sans cesse de nouveaux outils pour répondre aux demandes et aux exigences de terrain, équipant ainsi de très nombreuses structures de très haut niveau. Vous souhaitez en savoir plus sur la marque et vous équiper avec ce qui se fait de mieux en matière de matériel de fitness, c'est le moment d'en profiter et de bénéficier de moins 20% sur l'ensemble de leur gamme grâce à notre collaboration. On se retrouve tout de suite pour la suite de l'épisode. Salut Marion, très heureux de te retrouver pour ce nouvel épisode du No Way Podcast. Je suis très heureux de t'accueillir dans ce nouvel épisode. On a eu l'occasion de se rencontrer déjà il y a un bon petit bout de temps, c'était en 2020, du côté de Hyères-les-Palmiers, à côté de Toulon, pour ceux qui connaissent, du côté de chez Guillaume. Et puis on a toujours gardé le contact, puisque j'apprécie beaucoup ton travail et ta vision des choses. Aujourd'hui, si je ne m'abuse, tu es en Australie, tu vas nous en dire un petit peu plus. Et d'ailleurs, je te passe la main pour te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas. Marion, c'est à toi. Ok, salut Thibaut. Merci déjà pour ton invitation. Je suis honorée de faire partie des premiers invités de ton podcast qui, j'en suis sûre, sera une réussite. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Donc, moi, je m'appelle Marion. Je suis kiné depuis 6 ans et demi. Je me suis d'abord spécialisée en kiné du sportif. Et ensuite, j'ai repris mes études en naturopathie, donc en parallèle de mon boulot de kiné. Et je suis naturopathe depuis 3 ans. Donc, j'ai dans un premier temps exercé à mi-temps en France entre kiné et naturopathe. Et puis là, effectivement, comme tu l'as dit, je vis en Australie, donc j'ai un mode d'exercice qui est encore un petit peu différent. J'exerce en tant que massage thérapeute ici officiellement parce que je peux pas être kiné, parce qu'il faut en gros une équivalence, une registration. Mais je garde toujours cette balance entre mon boulot manuel en fait et mon boulot de naturopathe que j'exerce à distance maintenant avec la France. Ok, super. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus sur ton passé sportif et peut-être du coup ce qui t'a amené à ton métier de kiné et par la suite de diversifier ton activité de naturo. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Ouais, alors du côté sportif, rien d'exceptionnel. J'ai toujours bougé parce que nos parents nous ont toujours fait bouger. Enfin voilà, on faisait des sorties en vélo, on allait au ski, on allait courir de temps en temps. J'ai fait un peu de gym, j'ai fait mais vraiment 2 ou 3 ans de gym quand j'étais au collège avec, je sais plus comment ça s'appelle, enfin, l'UNSS, tu sais, vraiment Ok, le d'accord. partie qui appartient au collège, etc. Mais j'ai jamais pratiqué un sport co, par exemple, de manière régulière, etc. J'ai fait un peu d'escalade, je faisais du roller, enfin, voilà, rien d'exceptionnel. Et j'ai commencé à me remettre au sport pendant mes études de kiné, euh, parce que une année de médecine, une année de concours de médecine, enfin, moi j'étais vraiment sédentaire, quoi. Le seul mouvement que je faisais, c'était pour aller de la fac à chez moi et de chez moi à la fac. Ensuite, première année de kiné, on a un peu plus fait la fête que fait du sport. Et ensuite, du coup, je me suis remise au sport d'abord chez moi. Ensuite, un peu en salle de musculation quelques mois. Et j'ai découvert le CrossFit et ça a été vraiment le coup de foudre. J'ai vu des vidéos, je me suis dit, oh punaise, ça c'est mon sport. Et c'est pas évident après 20 ans de démarrer un sport co, par exemple, parce que c'est des personnes qui pratiquent depuis petit. C'est plus facile de commencer un sport comme le CrossFit. Euh, et puis la musculation, moi je me suis, enfin c'était pas, ça m'ennuyait trop. J'ai besoin que ça change, j'ai besoin que ce soit varié. Donc c'est vrai que le CrossFit ça a été vraiment le coup de cœur. Donc j'ai jamais arrêté de pratiquer, sauf voilà coupure pour raison professionnelle ou pour voyage ou pour confinement. Mais en gros ça a toujours fait partie de mon quotidien. Et après donc je fais un peu de compétition. Enfin voilà, je pratique à enfin je pratique de manière régulière. Euh, et j'aime aussi courir, j'aime aussi nager. Enfin voilà, j'aime vraiment bouger, j'aime le sport de manière générale. J'aime regarder le sport également de manière générale, de manière très large. Et c'est vrai que du coup, naturellement, ma pratique s'est orientée vers la prise en charge des sportifs. Aussi parce que c'est quelque chose dans lequel je me sentais pas assez compétente après mes études de kiné.
enfin, il me manquait clairement des clés quoi, pour prendre en charge des sportifs. Donc, j'ai poussé avec une formation de kiné du sport qui m'a énormément apporté. Donc, dans un premier temps, pour me sentir plus compétente et également parce que les sportifs, c'est quand même une patientèle qui est très sympa à prendre en charge dans le sens où ils sont hyper motivés. Un sportif qui est blessé, il n'a qu'une envie, c'est de retourner à l'entraînement, de reprendre la compétition. Donc, c'est vrai qu'ils sont généralement très impliqués dans la rééducation et très exigeants aussi. Et moi, c'est ce que j'aime parce que c'est challengeant et c'est challengeant d'avoir des patients qui ont vraiment envie de guérir, qui attendent beaucoup de toi, qui attendent un haut niveau d'exigence et du coup j'aimais vraiment cette relation-là et puis moi pratiquant c'est des passions que je comprends également. Par exemple, je vais plus avoir un feeling et plus comprendre ce que l'autre ressent quand c'est une personne qui fait du sport, qui est active et qui veut retourner à la compétition parce que c'est moi ce que je vis, que quelqu'un qui vraiment est complètement sédentaire, a beaucoup plus de mal à se mettre au sport parce que c'est pas des situations forcément dans lesquelles j'ai été, sachant que moi le sport c'est pas, ça me demande pas un effort, j'aime ça par exemple. Donc voilà, dans un premier temps, j'ai fait kiné du sport et par rapport à la naturopathie, en fait, il me manquait, j'y suis arrivée pour plusieurs raisons, pour des raisons personnelles et des raisons professionnelles. Sur le plan personnel, moi j'avais des troubles digestifs qui étaient insoutenables, j'ai envie de dire, dans le sens, enfin, en tout cas vraiment invalidants. Parce que c'était quotidien, j'avais le ventre gonflé en permanence, j'avais mal au ventre en permanence. Et en fait, plus j'essayais de bien faire, donc je me suis mise au CrossFit, j'ai cherché à améliorer mon alimentation, etc. Pire c'était. Et du coup, je me disais, mais c'est pas possible, j'avais l'impression de faire tout ce qu'il fallait, etc. Mais je m'en sortais pas. J'avais des troubles hormonaux en parallèle dans le sens où j'ai pris la pilule pendant plusieurs années. Quand je l'ai arrêtée, mes cycles sont jamais revenus. Enfin, c'était vraiment chaotique. Je suis passée par de la fatigue chronique aussi. Enfin voilà, j'avais un état de santé qui n'était pas cohérent avec la façon dont je vivais selon moi. Et j'avais pas de réponse en fait du corps médical et je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc ça, sur le plan perso, je cherchais des réponses. Et sur le plan pro, donc j'ai fait kiné du sport et j'ai également fait plusieurs formations de thérapie manuelle, dont un gros cursus de 2 ans dans lequel donc ça se rapproche plus de l'ostéopathie en fait, et dans lequel on fait aussi des manipulations viscérales, etc. Et du coup, j'avais une vision de plus en plus large du soin et je voyais de plus en plus les clés qui me manquaient aussi, parce que quand on commence à mettre un peu les mains dans le ventre des, des patients, on se rend compte qu'il y en a beaucoup chez qui ça se passe pas bien. Et en fait, la thérapie manuelle, ça peut vraiment voilà, faire un bien fou au niveau viscéral et soulager, mais je trouve que ça soulage euh, un instant T, quoi. Et Ouais, en bien fait, sûr. on n'a pas de clé à donner. Bon, bah, comment je m'en sors, comment je fais pour plus être ballonnée, comment je fais pour prendre soin de mon foie, comment je fais pour régler mes problèmes d'estomac, comment je fais pour régler mes troubles hormonaux. Et en fait, j'étais vraiment frustrée de ce manque de réponse-là. Euh, et pareil avec mes sportifs, j'avais conscience, enfin, un patient qu'on voit en permanence pour des tendinites à répétition, qui est inflammé de partout. La kiné, c'est bien sûr que c'est essentiel, mais il y a un moment où on se dit, ben, on n'agit pas sur la cause du problème. Et en fait, ça me dérangeait. Et la naturopathie a répondu à tous ces problèmes-là, en fait, sur le plan pro et sur le plan perso. Ça m'a permis de comprendre, enfin, de replonger dans la physiologie, d'avoir une approche de la santé beaucoup plus, qui me semblait beaucoup plus logique, en fait, que ce que j'avais pu rencontrer en médecine allopathique. Et puis, à propos de la kiné, bah, ça m'a donné énormément de clés. Je pouvais donner de plus en plus de réponses à mes patients, que ce soit des patients sportifs, des patients qui viennent pour des pathologies auto-immunes, inflammatoires, par exemple, pour des troubles digestifs. Et du coup, voilà, ça m'a permis d'aller encore un petit peu plus loin dans la prise en charge de la cause, qui est selon moi bah, le but de notre travail de thérapeute, du coup, et d'élargir ma prise en charge comme ça. Ok, c'est hyper intéressant. Et c'est assez marrant parce que, tu vois, toutes les personnes avec qui je parle de leur parcours et toutes les personnes qui se sont orientées vers la naturo, très peu l'ont fait d'un choix naturel, d'un premier choix, d'un choix au premier abord en tout cas. Beaucoup en fait se sont dirigés vers la naturopathie suite à un souci sur leur propre personne. Et beaucoup sont partis dans cette direction en se disant bah, la médecine entre guillemets classique telle qu'on la connaît n'est pas en capacité de pouvoir m'apporter des réponses. Donc je vais aller mener mes recherches un petit peu par moi-même. Et du coup, cette quête de trouver des solutions, il y en a beaucoup qui ont été amenés
à trouver ou à croiser le chemin, entre guillemets, de la naturopathie. Et ça, je trouve ça assez marrant parce que vraiment, toutes les personnes avec qui j'en parle, toutes les personnes sont arrivées à la naturopathie de par ce biais-là. Est-ce que tu as une idée de pourquoi les gens, en fait, naturellement, ne vont pas vers la naturo? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est quelque chose encore d'un petit peu mystique? Quel est ton avis sur le sujet? Parce que vraiment, c'est un point commun que je trouve avec toutes les personnes qui se sont tournées vers la naturo de, de partir d'un postulat personnel et d'un problème personnel pour arriver vers la naturo. Quel est ton avis à ce sujet? Bah, pour les personnes, je pense que c'est mal connu aujourd'hui. Et je pense qu'aussi l'image qu'on en donne dans les médias, par exemple, n'est pas forcément positive. C'est dommage parce qu'il y a il y a un petit peu une chasse aux sorcières quand même avec la naturopathie. Il y a un petit peu une guerre entre médecine allopathique et médecine naturelle, alors que les deux sont vraiment complémentaires et agissent pas au même moment, agissent pas au même endroit en fait. Enfin, nous, on n'est pas médecin, on a besoin de la médecine allopathique, mais par ailleurs, la médecine allopathique n'est pas orientée sur ce travail de prévention et agit plutôt une fois que, voilà, quand on est dans une situation où ça va pas fort et du coup, on a besoin des deux de manière conjointe. Et c'est vrai que Ça je rejoint un pense petit que peu ce que tu disais sur la kiné. Je suis désolé, je te coupe, je rebondis hein, vraiment sur ce que tu dis. Ça rejoint un petit peu sur ce que tu disais sur la kiné, où la kiné, on est vraiment dans le soin finalement post-blessure, mais il n'y a pas d'aspect préventif dans la kinésithérapie. En tout cas, dans la kinésithérapie classique et standard. Il y a quelques semaines de ça, je recevais Simon, pas Simon, Thomas, pardon, Thomas Benayoun de Training Therapy, qui justement insistait sur le fait que leur pratique était un petit peu différente, dans le sens où le but du jeu, c'est qu'une fois qu'ils avaient eu une personne, l'objectif, c'était de plus la revoir, donc de partir sur à la fois un travail de traitement, un travail de soin, mais également un travail préventif de renforcement à mettre par la suite en place pour justement ne plus avoir à devoir retourner chez le kiné. Et en effet, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que aujourd'hui, en France, il y a une espèce de petite opposition entre les médecines dites classiques et les médecines alternatives, même si je pense que la naturopathie n'est pas nécessairement une médecine alternative, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est beaucoup moins connu, pardon, comme tout ce qui va être ostéopathie, etc. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont un petit peu mises de côté, alors qu'on sait clairement qu'il y a des traitements qui marchent et que c'est des médecines qui fonctionnent. Euh, Moi qui suis quelqu'un de véritablement cartésien, j'ai été très sceptique aussi avec tout ce qui est magnétisme, etc. Sauf que le jour, en fait, on y est confronté, le jour où on a la preuve par A plus B que ça marche, bah, force est de constater qu'on peut que dire, bah, écoutez, peu importe le fonctionnement, peu importe si on n'est pas en capacité d'expliquer certaines choses, ça marche. Et ça, aujourd'hui, mon père qui a travaillé pendant plus de 40 ans dans le milieu hospitalier, il a travaillé avec une personne qui, justement, euh, avait du magnétisme. Il a vu des résultats absolument fous et incroyables. Et certains médecins continuaient à nier le fait que ça puisse venir de là. Alors que c'était un fait, quoi. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la naturopathie va prendre de plus en plus de place? Ou est-ce que tu penses que ça va rester quand même pendant encore un bon petit bout de temps, un petit peu à l'abri, entre guillemets, à l'abri des regards, même si c'est pas à l'abri des regards, mais en tout cas, mis un petit peu de côté. Quel est ton sentiment? non, je pense vraiment que ça va prendre plus de place et je pense que c'est pour ça qu'il y a une chasse aux sorcières et qu'on commence à en parler de plus en plus parce que les gens se tournent vers ça. Moi, ça fait 6 ans et demi que je travaille, donc 6 ans et demi que je reçois des nouveaux patients et que je fais un bilan d'évaluation de première séance. Et je pose la question, est-ce que vous prenez un traitement? Et en fait, la réponse des gens est marrante parce que c'est pas une réponse neutre, c'est tout le temps, ah non, non, moi, j'aime pas les médicaments ou j'évite d'en prendre. Je pense qu'il y a une génération, tu vois, je pense à la génération de mes grands-parents à peu près, où c'était l'inverse, tu vois, ils avaient la boîte à pharmacie, ils prenaient du Ouais, 2 litres, enfin voilà, ils complètement. abusaient. euh, Enfin, voilà, ça dépend de l'âge des grands-parents. Il y a eu deux générations. Il y a eu vraiment la génération où ils utilisaient tout ce que j'ai appris en naturopathie, qui s'est un peu perdu. Ensuite, il y a eu une grosse génération médicaments et on en revient un peu. Et du coup, les gens sont hyper ouverts en réalité. Je pense que c'est vraiment une méconnaissance et un peu une méfiance aussi, parce qu'effectivement, c'est tout associé à du charlatanisme. Enfin, il y a vraiment une méfiance autour de ça. Moi, ça m'a demandé une ouverture d'esprit énorme. Pour être franche, c'est pareil, je suis hyper sceptique. Je pense que ça a eu l'avantage que, du coup,
je croyais rien de ce que j'apprenais en naturopathie. J'y suis vraiment allée à tâtons parce que j'ai fait un cursus de médecine. Moi, à la base, j'ai fait un concours de Ouais, médecine, une école de kiné qui est vraiment de la santé conventionnée 100%, où on te matraque un peu avec ça. Enfin, j'exagère, mais à peine, tu vois, où on te dit, surtout, enfin voilà, ce monde-là, ce monde flou un peu parallèle, c'est du charlatanisme. On détruit un peu ça. Donc, c'est vrai que moi, j'avais besoin de réponses. Je sais même plus exactement, tu vois, comment je suis arrivée à la naturopathie. Je pense que j'ai tâtonné, j'ai trouvé des comptes Instagram qui m'ont parlé. Et en fait, dans mon cursus, c'était des modules, on pouvait acheter des modules de manière séparée. isolé. Ouais. Et j'ai acheté le premier module et j'osais le dire à personne, quoi. J'avais vraiment, je l'ai dit à quelques amis et tout ça. Et je pense que même eux, ils se sont dit, enfin, elle s'est cognée un peu trop fort, qu'est-ce qui lui prend encore, c'est une lubie ou quoi. Et j'y suis vraiment allée à tâtons. Et en fait, j'ai découvert une vision de la santé qui m'a semblé vraiment logique, tout simplement, dans le sens où on va pas chercher à faire taire un symptôme et à cacher un symptôme, on va chercher à comprendre vraiment comment fonctionne l'organisme et qu'est-ce qui se passe quand il y a un symptôme et chercher à comprendre d'où vient ce symptôme pour non pas le masquer et le faire taire, parce que du coup le problème est toujours là, mais vraiment chercher à le régler à la racine. Et tu vois, rien que cette explication, je me suis dit, enfin moi ça m'a semblé vraiment logique, quoi. Je me suis dit, bon, jusque-là, tout va bien. Et en fait, c'est vraiment basé sur la physiologie, c'est vraiment basé aussi euh, sur ce que faisaient il y a quelques générations en arrière. Moi, j'ai eu la chance d'avoir connu mes arrière-grands-parents. Ils avaient tout dans le jardin, tu vois, toutes ces plantes-là. Et ça m'a Ouais, bien toujours sûr. fascinée. Je pense que Puis voilà, j'ai ce... l'alimentation, je pense que l'alimentation également d'il y a 50 ans n'est plus du tout la même qu'aujourd'hui. Sans même parler de produits raffinés, je lisais un papier il y a très peu de temps où il était expliqué dedans que les apports journaliers, par exemple sur une simple pomme de terre il y a 50 ans par rapport à aujourd'hui, les différents apports qu'on pouvait trouver dans une pomme de terre, aujourd'hui ont été divisés par 3 voire par 4, ce qui est absolument fou, parce qu'on parle d'une pomme de terre qui a été, entre guillemets, cultivée dans les mêmes conditions, c'est-à-dire vraiment chez un agriculteur. Mais en fait, les sols, ce qu'il faut savoir, c'est que les sols se sont appauvris. Donc, derrière, il y a une conséquence sur l'agriculture. L'utilisation peut-être de certains produits qui n'a pas favorisé ces aspects-là. Et clairement, les gens, comme tu dis, à l'époque, se soignaient de manière assez naturelle, mais en fait, par l'alimentation, par le fait qu'ils aient une alimentation qui était déjà beaucoup moins inflammatoire, beaucoup plus consistante en termes d'apport. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'alimentation peut redevenir euh, entre guillemets, qu'on a la capacité de se nourrir sans devoir faire appel à des compléments alimentaires. Moi, aujourd'hui, le sentiment que c'est que j'ai l'impression que si t'as pas, alors attention, hein, quand je parle de compléments alimentaires, n'allez pas me parler de protéines, de créatine ou ce genre de choses, hein. Je parle d'éléments essentiels, hein, magnésium, zinc, du fer, toutes ces choses-là. Bon, après, je parle des choses les plus élémentaires. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est possible ou pas du tout par rapport à ce que toi tu peux observer de ta patientèle? Avec un mode de vie occidental, je dirais non. Enfin, en tout cas, de ce que je vois, quand on fait un bilan sanguin, quelqu'un sans carence, c'est vraiment rare. Tu vois, ne serait-ce que la carence en vitamine D, la carence en fer chez les femmes, même la carence en zinc, beaucoup chez les sportifs. Euh, Si tu vis du fait, comme tu dis, de l'alimentation qui apporte de moins en moins de micronutriments et du fait du haut niveau de stress, en fait, on a un mode de vie qui est tellement stressant qu'on a une surconsommation de ces micronutriments parce qu'on produit, ça demande une production d'énergie constante. Les hormones du stress, c'est, voilà, physiologiquement, c'est être prêt à réagir face à un stress, donc ça demande de l'énergie. Plus, chez les sportifs, donc on va consommer encore plus de micronutriments, ce qui n'est pas une mauvaise chose, bien sûr, d'être sportif, mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, avec ce mode de vie, où on manque de sommeil, où on est stressé en permanence et où on mange rarement les légumes du jardin. Enfin voilà, on mange pas toujours des légumes bio. Enfin Ouais, voilà, de on bonne mange qualité, ouais. exactement. De mode de stress, voilà, que de bonne qualité. Je pense que c'est compliqué. C'est compliqué. Je dirais pas que c'est 100% non, mais franchement, la majeure partie des personnes, ne serait-ce que le magnésium, quand on voit l'effet que ça fait de prendre une supplémentation, c'est pas quelque chose que je fais doser, par exemple, parce que ça a peu d'intérêt de faire doser le magnésium, mais avec le rythme de vie qu'on a, voilà, encore une fois, le niveau de stress, le manque de sommeil, etc., c'est quand même utile
la plupart du temps de recourir à des complémentations sur bilan, etc. Mais c'est vrai que c'est dur aujourd'hui et c'est triste, hein, mais c'est dur d'atteindre ce quota naturellement de micronutriments avec l'alimentation, ou en tout cas, il faut sans y être éduqué. Tu vois, quand Ouais, tu te bien sûr. renseignes, que tu consommes des graines germées, etc., oui, je pense que c'est possible. Mais pour quelqu'un qui n'a pas forcément ces connaissances-là et qui a un mode de vie occidental, je dirais plutôt non. Ah, du coup, c'est assez intéressant. Tu nous as parlé de ton taf en tant que kiné, en tant que naturo. Euh, Est-ce que tu peux nous parler récemment de l'expérience que tu as vécue avec l'équipe d'Haïti, si je dis pas de bêtises? Ouais. Tu as vécu une aventure assez incroyable qui t'a d'ailleurs ramené sur le territoire des Wallabies. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette aventure que tu as vécue, en tout cas? Euh, Là où je veux en venir, c'est un petit peu ce que tu pu constater, même si je pense que l'équipe de football féminin haïtienne n'est peut-être pas le Saint Graal du top niveau, mais en tout cas, on a eu l'occasion d'échanger il y a peu de temps au téléphone, et tu m'as fait alors pas des révélations, mais en tout cas, tu m'as expliqué un petit peu certaines choses qui m'ont parlé. Et je pense que c'est pas forcément du fait que ça soit qu'une petite équipe que tu aies pu constater certaines choses, que malheureusement, je pense qu'on beaucoup trop de sports sportifs, voire d'équipes de même de très haut niveau, euh, répliquent ces mêmes erreurs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette aventure que tu as vécue, puis je te questionnerai après, je sais moi où je veux en venir, mais je te laisse expliquer un petit peu. Ok, ça marche. Ouais, pour resituer un petit peu le contexte, du coup, moi, je suis rentrée d'Australie fin janvier. Et c'est vrai que voilà, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce pays, donc j'avais Ou très envie d'y retourner. t'étais parti juste un petit peu à l'aventure, hein, si je dis pas de À bêtises, la hein. base, c'était vraiment un road trip. Tout le monde m'avait dit, ah non, mais te connaissant, tu vas vouloir rester là-bas. Moi, je m'étais dit, mais n'importe quoi, impossible. Et au final, gros coup de cœur. Enfin voilà, du coup, je rentre en janvier. Et mi-mars, mon collègue m'appelle en me disant, écoute, j'ai un plan qui devrait te plaire. L'équipe d'Haïti cherche une kiné féminine parce que l'équipe, donc c'était une équipe féminine euh, et que le staff était quasiment presque 100% masculin, donc c'était important qu'il y ait quand même une femme, donc qui est prête à bouger et qui serait prête à faire donc la prépa, à accompagner cette équipe sur la prépa de la Coupe du Monde. Donc l'équipe nationale d'Haïti était qualifiée à la Coupe du Monde de foot féminine qui avait lieu en Australie en juillet-août. Donc les suivre sur la prépa et sur la Coupe du Monde. Donc déjà rien que ça, moi je me dis mais enfin, oui, je signe tout de suite, quoi. C'est une opportunité qui est exceptionnelle. Enfin, c'était une aventure exceptionnelle. Et en plus, du coup, à la fin, il me dit, ah, en fait, je crois que c'est en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Et je me dis, bon, voilà, là, les planètes sont vraiment alignées. Et donc, je me retrouve une semaine après en Turquie avec cette équipe. Moi, j'avais jamais encadré. J'ai déjà eu, bien sûr, des footballeurs, plus des footballeurs d'ailleurs que des footballeuses au cabinet, mais j'avais jamais encadré une équipe pro. Enfin, voilà, vraiment un saut dans un monde complètement différent. Et donc à la base, j'ai été recrutée en tant que kiné et du coup, bah, je discute un peu avec le staff. Je leur dis, écoutez, je suis naturopathe également, donc ils n'avaient personne spécifiquement pour même la nutrition et tout ça. Et je leur dis, si vous voulez, on peut faire un peu, enfin, je peux apporter peut-être quelque chose sur ce plan-là. Enfin, moi, je me disais, c'est sûr qu'il y a des choses à faire et que ça vaudrait le coup de faire un bilan, au moins de proposer aux filles ces soins-là. Et je suis tombée sur un staff génial et super ouvert qui, pour le coup, avait conscience qu'il y avait des choses à faire, tu vois, sur la nutrition, mais même au-delà de la nutrition, mais n'avait pas forcément les clés. Et moi, c'est vraiment, enfin, ça a été une expérience incroyable parce que moi, c'est quelque chose vraiment que j'avais en tête depuis que je me suis formée en naturopathie. Je me disais, mais on entend parler chez les sportifs beaucoup de l'entraînement, de l'optimisation de l'entraînement, quel proc tu fais, etc. Beaucoup de l'alimentation, de la nutrition, manger toutes les 2 heures ou pas, manger tant de protéines. Enfin voilà, c'est quand même des choses sur lesquelles les gens maintenant auxquels les gens sont attentifs, les sportifs sont attentifs, mais on n'entend pas, on fait pas du tout attention au sommeil ou très peu à la santé hormonale, à la santé nerveuse. Et je me disais, bah, je suis curieuse de voir à haut niveau, parce que ça reste, enfin voilà, c'est une équipe de niveau international, quel encadrement il y a, est-ce que ça c'est présent, est-ce qu'on a conscience que ça pèse dans la balance en termes de performance ou non. Est-ce Et que toi, pour au le coup, moment où tu débarques là-bas, t'as déjà une petite idée de ce qui peut se faire ou c'est vraiment un vrai saut dans l'inconnu? Bah, par la suite, tu nous le diras, mais est-ce que tu as été surprise finalement d'un petit peu de ce que tu as découvert?
Alors, je m'attendais pas à ce que ça soit vraiment pris en charge de manière poussée, mais ouais, j'avoue que en Turquie, on n'a pas eu trop le temps, du coup, en avril, de vraiment plonger là-dedans. C'était plus le temps de faire connaissance. Enfin, je suis arrivée, c'est des semaines, enfin voilà, on dormait, on dormait très peu. C'était vraiment, on avait un match en plus officiel en fin de semaine, etc. Donc, j'ai soumis la proposition, etc. Mais j'ai pas trop plongé, j'ai pas fait vraiment le bilan des filles, etc. Par contre, je l'ai fait mi-juin. Donc, en fait, on est parti un mois avant la Coupe du Monde. Et un mois avant la Coupe du Monde, là, oui, j'étais vraiment surprise de voir qu'il y a des filles qui arrivent dans des états de fatigue. Il y en a une qui était anémie plus. Il y en a une qui était épuisée nerveusement, qui, après 15 minutes d'entraînement, pouvait, enfin, avançait plus en fait sur le terrain. Au bout de 15 minutes, un mois avant la Coupe du Monde. Donc, tu tapes un mois de prépa avec des matchs officiels, plus après des semaines de Coupe du Monde. Il y en a qui avaient des troubles du sommeil, il y en avait qui avaient des troubles digestifs, mais vraiment invalidants dans le sens où c'était soit elles mangeaient et elles étaient, mais tu vois, imagine manger une raclette et aller courir après. Enfin, c'était vraiment Ouais. et là, quoi, tellement la digestion était lourde et compliquée, donc bah, évidemment, ça impacte énormément la performance. Et il y en a du coup qui préféraient ne pas manger, donc qui allaient jouer à jeun, sachant que des fois tu joues le soir, parce qu'elles disaient, oui, mais si je mange, je vais être malade. Enfin, tu vois, c'est des choses où on Et se est-ce que dit, tu mais penses c'est que c'était culturel par rapport au fait que ça soit Haïti? Haïti, on sait que c'est un pays qui est extrêmement pauvre, où il y a peut-être une éducation qui est peut-être pas forcément celle qu'on peut connaître ici en Europe. Est-ce que tu penses que c'est lié à ça et peut-être même au cadre de vie de certains de certaines, pour le coup, qui ont peut-être pas forcément beaucoup de moyens et qui à la sortie, ben, tu vois, se mettre un petit peu en restriction, qui ont peut-être pas forcément accès aux soins, ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose de beaucoup plus généraliste? non, c'est beaucoup plus généraliste parce que en fait, les filles, elles jouent en France en majorité, les trois Ok, quarts jouent en France, un quart qui joue aux États-Unis, en gros. ouais. Donc Euh, dans des pays quand même où il y a une prise en charge qui est plutôt bonne. Exactement. Et quand même il y en a qui sont quand même dans des gros clubs où il y a un suivi qui est un petit peu plus poussé, mais quand même. Il y en a une qui joue en Russie aussi. Enfin voilà, Ok, c'est juste que c'est pas suivi justement et que c'est pas pris en charge. Et puis je pense qu'on leur pose pas vraiment la question. Et moi, c'est ce que j'ai commencé par faire. Du coup, tu vois, ben, faire un peu un questionnaire avec tous les symptômes déjà qu'on pouvait ressentir. Tu vois, même au niveau du cycle menstruel, c'était une équipe féminine. Euh, Enfin voilà, quand de l'ovulation aux règles, ça se passe pas bien, qu'il y a un syndrome prémenstruel, ça représente quand même 2 semaines par mois, tu vois. Enfin, ça représente 50% de l'année. 50% du temps, ouais. C'est énorme, c'est énorme. Et c'est vrai que, et pour le coup, j'ai eu de la chance du coup d'être avec un staff qui était ouvert à ça et qui m'a dit, bah, au contraire, vas-y, mets en place ce que tu veux. Enfin, on te pousse là-dedans, on te soutient là-dedans, etc. Donc moi, j'ai pas forcé, mais c'est vrai que par contre, les filles, je leur ai dit, donc j'ai envoyé le questionnaire avec les symptômes, etc. En ouvrant la porte de, ben voilà, si vous voulez de l'aide, je peux vous accompagner là-dessus. Et les retours ont été 100% positifs, dans le sens où, ben oui, enfin, ça fait vraiment une différence en termes de bien-être, en termes de performance. Et je me dis, c'est trop dommage de perdre en performance pour des choses comme ça. Enfin, tu vois, d'optimiser, on calcule au millimètre l'entraînement. Enfin, voilà, le staff fait des réunions tous les soirs pour que tout soit carré et tout sur l'entraînement, etc. Et à côté, ben, en fait, elle peut pas exprimer son plein potentiel sportif et footballistique parce que il y a des troubles digestifs, parce que voilà, il y a des douleurs permanentes, il y a de la fatigue. Et du coup, franchement, ça a été incroyable pour moi comme opportunité parce que bah, ça m'a permis déjà de voir des résultats, tu vois, de voir que tu peux avoir des résultats des Ouais, fois bien en sûr. un mois, de voir qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, même à haut niveau, et qu'il y avait vraiment... moi, ça m'a boosté du coup à développer par la suite la formation que j'ai développée en me disant, mais il y a Ouais, vraiment un besoin. on en reparlera juste après parce que tu as fait quelque chose d'hyper intéressant. Sur cette. Je pense que pour le coup, ça a été ça a été l'occasion de ta vie parce que du coup, tu es arrivé dans un staff où il y avait pas mal de choses à faire. Et bah, pour le coup, c'est l'une des meilleures opportunités qu'on peut avoir dans une carrière. Moi, je sais que j'ai vécu ça en tant qu'entraîneur de gym où je suis arrivé dans un club où il y avait déjà pas mal de choses qui étaient faites, mais il y avait encore des possibilités d'évolution qui étaient juste énormissimes et ça continue à l'être. Hein. Donc, c'est vrai que c'est une chance incroyable et surtout d'avoir. Entre guillemets carte blanche, mais avec l'état d'esprit bien entendu que la carte blanche, il faut pas en faire n'importe quoi parce que derrière, il y a des objectifs, il y a des résultats quand même qui sont attendus. Alors, toi, sans doute beaucoup plus que moi. Mais c'est vrai que je trouve que c'est toujours intéressant de partir, pas d'une feuille blanche, mais en tout cas de quelque chose où il y a tout à faire, même si ça demande énormément de boulot.
parce que ça permet justement vraiment de pouvoir mettre des choses en place, de pouvoir tester des choses. Et c'est vrai qu'on peut se dire, bah, dans le foot, dans le haut niveau, dans des sports avancés, même si on sait que le foot féminin et le foot masculin, c'est deux mondes bien, bien différents en termes de moyens, en termes d'avancement, même si je pense qu'aujourd'hui, le foot féminin a toute sa place dans le paysage sportif, parce que on se rend compte que les nanas sont capables de courir également très très vite, sont capables de gestes techniques quasiment tout aussi incroyables que les gars. Et pourtant, je porte pas vraiment le foot dans mon cœur, mais pour d'autres raisons. Mais ce qu'on peut se rendre compte, c'est que finalement, même dans des sports qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait qualifier de sports avancés en termes de méthode, en termes de moyens, etc., ben, on se rend compte que finalement, c'est assez pauvre, quoi. C'est assez pauvre en termes de suivi. Il y a quelque chose sur lequel j'aimerais rebondir qui est très intéressant et qui aujourd'hui est très sous-estimé et dont je pense on va pouvoir parler ensemble. C'est la prise en compte justement d'une ou d'athlète féminine au sens plus général du terme. Euh, Toi, tu as pu constater justement qu'avec toutes les problématiques hormonales, etc. Alors, problématique, attention, hein, quand j'entends problématique, c'est la gestion des cycles, etc. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est trop surestimé ou trop sous-estimé? Quel est ton avis sur le sujet? Parce que moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de travailler avec de jeunes filles. Donc, la plupart du temps, c'est des bébés, hein. Je les récupère, elles ont 6 7 ans. Et puis, bah, ça grandit, ça évolue avec le temps. Et puis, tu te retrouves à un moment donné confronté, bah, pas ce que je vais appeler des problématiques, mais qui n'en sont pas en réalité, qui sont des choses naturelles, l'apparition des cycles, etc. Moi, j'ai pu observer pas mal de choses en termes d'énergie, en termes de comportement, etc. Quel est ton point de vue sur le sujet? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est assez pris en compte ou pas du tout? Non, je dirais pas du tout. Je pense que déjà, il y a un gros manque d'informations à la fois du côté des staffs et des joueuses. En fait, il y a plein de joueuses à qui on donne la pilule sans leur expliquer pourquoi et sans leur expliquer les conséquences non plus. Les conséquences sur le plan hormonal, les conséquences sur le plan de la santé, tout simplement. Enfin voilà, la pilule, c'est à la base, c'est un moyen de contraceptif. C'est juste un moyen de ne pas avoir d'enfant. Donner la pilule pour régler un trouble hormonal, pour régler de l'acné, c'est un mensonge dans le sens où ça va masquer un problème, mais ça va pas le régler. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une... Je trouve que les athlètes, par exemple, sont pas informés sur ce que ça impacte, sont pas informés sur les autres solutions qu'il y a, mais parce qu'en médecine allopathique, il n'y a pas vraiment d'autres solutions proposées. C'est vraiment un des domaines dans lequel je trouve la naturopathie a toute sa place, parce qu'avec les plantes, enfin, je vais pas employer le mot miracle, mais voilà, on peut vraiment, vraiment Il y a améliorer des la choses situation. intéressantes. Voilà, on peut Est-ce que même... tu penses que c'est courant, parce que tu vois, c'est un truc, moi, ça me choque tout le temps d'entendre ça. Est-ce que c'est quelque chose de courant, de par l'expérience que tu peux avoir, d'avoir des médecins, des gynécos qui donnent la pilule pour des problématiques autres, enfin, en tout cas, qui se servent des moyens contraceptifs pour d'autres raisons que vraiment la contraception? C'est chose courante ou pas du tout? Carrément, je pense que c'est même la majeure. Enfin, je pense qu'il y a autant, voire plus de femmes maintenant qui prennent la pilule pour une problématique annexe que pour une raison Incroyable. contraceptive. Alors, souvent, la contraception fait partie du. Voilà, on se dit, bah, en plus, ça fait contraceptif. Ouais. Mais clairement, la pilule, elle est prescrite pour plein d'autres raisons. Et c'est ça qui est dérangeant, c'est que, après, en fait, chacun fait les choix en son âme et conscience. Et j'ai. Enfin, pour moi, c'est chaque femme qui doit décider. Et si une femme décide que, ben, voilà, de prendre la pilule pour calmer des douleurs liées à son cycle menstruel, etc., c'est vraiment son choix. Ce qui me Oui, dérange, mais t'as tout c'est. dit. T'as tout dit. Tu l'as dit dans le début de ta phrase, en son âme et conscience. Donc ça sous-entend que derrière, il faut qu'il y ait une certaine éducation et une certaine connaissance, enfin, que les personnes aient les tenants et les aboutissants pour pouvoir choisir. Or, c'est pas forcément toujours le cas, quoi. Dire à une femme, je vais vous donner la pilule pour, voilà, ça va vous soulager vos douleurs, ça va mettre votre cycle menstruel en pause, mais ça va pas régler ce problème, ce déséquilibre hormonal qui est présent, et que la femme dise, bah franchement, je souffre pour l'instant, oui, je prends cette solution pour telle raison. Voilà, pour moi, ce qui est important, c'est d'être aligné avec ses choix, etc. Par contre, dire à quelqu'un, voilà, aujourd'hui, il y a un déséquilibre hormonal, ou même pas lui dire, voilà, il y a des douleurs, on va mettre la pilule, le problème est réglé. Non, il n'est pas Mm. réglé, il est Il est masqué. masqué. C'est vraiment différent. Et ça entraîne d'autres problématiques par la suite. On le sait aujourd'hui, hein,
il faut pas avoir peur de la pilule. C'est pour ça que je dis que, enfin, j'aime bien ne pas avoir des discours trop dramatiques là-dessus parce que c'est pas évident de choisir une contraception. Enfin, c'est quand même un sujet qui est complexe. Il faut pas se rendre malade si on prend la pilule, etc. Mais je trouve que c'est important d'avoir les bonnes informations. Et dans le sport de haut niveau, c'est pareil, quoi, d'avoir conscience, même en termes de performance, de ce que peut apporter la pilule ou pas. Et c'est vrai qu'on va vraiment mettre le cycle sous silence. Et en fait, le problème, c'est que souvent, on ne sait pas qu'il y a d'autres solutions qui existent. On ne sait pas qu'il y a des prises en charge naturelles qui peuvent quand même ben, soutenir la sphère nerveuse et la sphère hormonale, donc qui sont très très liées. Parce que c'est ça qui pêche souvent chez la sportive, c'est qu'on va avoir tellement une demande importante en hormones du stress. Notre corps est plus sensible que le corps des hommes à ce niveau-là, à ces niveaux d'hormones du stress. Et en fait, il va y avoir une compétition en quelque sorte entre les hormones du stress et les hormones du cycle menstruel, donc œstrogène et progestérone, qui fait qu'on va avoir un des taux trop bas d'hormones féminines, souvent des taux trop bas de progestérone et des symptômes qui apparaissent. Donc après, voilà, c'est important d'informer là-dessus, d'expliquer un petit peu ce qui peut se passer, de mettre en place des choses pour gérer cette sphère nerveuse et pour soutenir cette sphère hormonale, et d'avoir conscience qu'on peut, en dehors de la pilule, quand même vraiment améliorer les choses en termes de symptomatologie. Et est-ce que tu penses que aujourd'hui, des athlètes hein, féminines du coup qui prennent des moyens contraceptifs tels que la pilule, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça peut, dans certains cas, être contre-productif et nuire à la performance ou ça a pas nécessairement, ça n'a pas nécessairement d'impact? Parce qu'aujourd'hui, on sait, enfin, moi, il y a des choses qui me choquent, hein. Pourtant, tu vois, je suis pas une femme, donc je suis moins concerné par rapport à ces problématiques, mais néanmoins, bah, quand tu entraînes des athlètes féminines, bah, tu te renseignes parce que je trouve que c'est important, c'est notre devoir d'entraîneur en tout cas d'avoir des notions sur le sujet. Et quand tu vois que certaines personnes te disent non, mais moi je suis tranquille, comme ça, je prends ma pilule, j'ai plus mes règles et je suis pas embêté dans ma pratique. Je trouve ça incroyable d'entendre ce genre de discours parce qu'aujourd'hui, tu te rends compte que même les personnes n'ont même pas conscience de l'importance d'avoir ces règles, de ce que ça, de l'intérêt, en tout cas de ce que représentent les règles en termes tout simplement de purification de, de l'organisme. Et ça, je trouve ça complètement incroyable. Quand tu discutes un petit peu, toi, avec des athlètes féminines, est-ce que tu penses qu'il y a il y a un véritable manque d'information à ce sujet? Ou est-ce que tu penses que peut-être c'est un petit peu tabou et que du coup, on n'en parle pas trop? Non, je pense qu'il y a un vrai manque d'information. Moi, c'est des choses que j'ai appris honnêtement en reprenant mes études en naturopathie, hein, cette Ok. importance du cycle menstruel sur le plan de la santé, ce rôle démonctoire, comme tu disais, où chez la femme, les règles, ça va être un moyen d'éliminer nos acides, d'éliminer nos déchets, au même titre que la bile avec le foie, que la transpiration avec la peau. C'est d'ailleurs pour ça que les hommes transpirent plus que les femmes. Vous n'avez pas ces règles pour éliminer. Et tout ça, moi, c'est des choses, enfin, c'est juste des choses qui sont méconnues. Et même en termes de performance, oui, ça peut limiter la performance. Euh, on sait que ça limite, par exemple, le développement de la force. Ça va aussi entraîner des carences. C'est plus susceptible d'entraîner des carences micronutritionnelles. Enfin, ça va avoir un impact. Et c'est vrai que une femme qui a des cycles qui sont déséquilibrés, qui a fatigue, douleur, fringale, trouble de l'humeur, qui n'a pas envie d'avoir d'enfant à l'instant T, qui a une pratique sportive et pour qui avoir ses règles, c'est juste pour avoir un enfant, on lui dit bah, je vais te donner un truc, tu n'auras plus tes règles, tu n'auras plus de symptômes et on n'explique pas qu'à côté ça peut limiter la performance, ça peut jouer sur l'humeur, etc. Et bah oui, ça semble incroyable comme solution. Enfin, tu vois, c'est Ah, bien en sûr, termes de ça se jumelait. c'est sûr que ça semble incroyable, mais il y a ce manque d'information sur, ben oui, mais derrière l'impact, c'est ça. Derrière, ben, on donne des hormones de synthèse que le corps va devoir éliminer. Donc le corps sait éliminer les hormones, il les recycle en permanence. Mais des hormones de synthèse, ben, c'est beaucoup plus long à éliminer. Donc ça reste dans le sang. Donc au bout d'année en année, enfin voilà, ça va créer des déséquilibres hormonaux, ça va avoir des conséquences. Et c'est sûr que en fait, c'est toujours la même chose, c'est toujours la transmission de l'information et c'est ce que j'ai à cœur de faire moi du coup maintenant parce que vraiment au fur et à mesure que j'ai repris mes études, j'apprenais des choses mais je me disais mais on devrait apprendre ça à l'école, enfin tout le monde devrait savoir ça en fait, ça devrait pas être réservé aux professionnels de la santé, c'est des choses, c'est comment notre corps fonctionne, c'est vraiment la base et c'est vrai que enfin moi Bah, pour le coup, c'est des choses qui devraient être sans doute, enfin sans doute, c'est même une certitude,
à aborder dans le cadre scolaire, hein. C'est des choses, autant aujourd'hui, alors après, ça, j'ai un parti pris, ceux qui me connaissent, vous savez, vous connaissez mon appétence pour le système sur le système éducatif et l'éducation nationale de manière générale en France. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on va s'attarder sur certaines thématiques, pour le coup, qui n'ont pas de sens, ou en tout cas pas grand intérêt, et sur des thématiques qui pour moi sont des thématiques d'ordre de santé publique. On est obligé aujourd'hui d'aller, même, tu vois, dans les cursus médecine, etc., je trouve que c'est des choses qui sont presque même un peu sous-estimées, voire presque même laissées de côté. Et je trouve ça fou qu'on soit obligé d'aller faire des études de naturopathie pour, alors pas forcément de naturopathie, mais en tout cas d'aller faire des cursus complémentaires pour avoir accès à ce genre d'informations. Alors, c'est des informations qui sont tout simplement basiques et élémentaires, et on ne devrait même pas avoir besoin d'aller chercher l'information. L'information devrait arriver de manière directe et frontale sur les personnes visées. Et encore une fois, je pense que c'est pas juste une histoire d'hommes ou de femmes, parce que je pense que les hommes doivent avoir conscience aussi de ça. Euh, Sans parler de l'aspect forcément d'avoir des règles, parce que les hommes, forcément, on n'a pas de règles, mais en tout cas, il y a l'impact de la santé hormonale sur la performance et sur la santé de manière beaucoup plus générale, parce qu'en réalité, la performance, ça ne touche finalement pas grand monde. Par contre, sur la santé de manière générale, sur la productivité, etc., là, il y a un véritable, pour moi, il y a un véritable no man's land, tu vois. Bah ouais, et c'est vrai que l'information n'est pas forcément accessible de manière simple, dans le sens où soit il y a trop d'informations, tu vois, par exemple au niveau de la nutrition, les gens sont noyés dans l'info, dans les courants contradictoires, dans des dogmes, faites ceci, faites pas cela. Et puis je trouve que l'information est beaucoup transmise de manière à faire peur. Et enfin, au final, ça devient une charge Ouais. mentale, quoi. On met un truc en place 2 jours après, on lit, ne faites surtout pas ça, sinon, enfin, parce que ça marche sur les réseaux sociaux. Mais je trouve que c'est anxiogène au possible et qu'au final, les gens sont paumés vraiment. Et soit il y a des domaines dans lesquels on n'a pas d'infos ou très peu d'infos, où c'est vraiment compliqué parce que la santé hormonale, ça reste quand même des choses poussées. Et c'est vrai que moi, quand j'ai lancé ma page Instagram, par exemple, c'était vraiment mon objectif de transmettre déjà de manière pas dogmatique, de manière simplifiée, vulgarisée, et surtout de manière à donner les clés pour apprendre à se connaître. Et en fait, c'est ça, en fait, c'est vraiment comprendre les symptômes, comprendre ce que le corps exprime, relier ça à la physiologie, revenir à la base. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a convaincue à propos de la naturopathie, tu vois, c'est qu'au final, cette approche, elle est pas... on a une image un petit peu perchée, mais en fait, on revient vraiment à la base de la santé et on revient très souvent à ce que faisaient, encore une fois, les générations, tu vois, de mes arrière-grands-parents, pour le coup. On se dit, oh là là, les gens qui jeûnent, qui marchent dehors, quand tu dis d'aller marcher, de passer du temps en nature, de faire un jeûne, etc., tu passes presque pour quelqu'un de bah ouais, de percher, alors qu'en fait, à Mais c'est l'époque. toujours la notion d'avoir l'impression de réinventer la roue. Tu vois, Ouais, toi, tu connais ça avec la kiné aussi. Tu vois, tout ce qui va être le cupping, etc. Bon, c'est des trucs aujourd'hui. Ouais, on a vu Michael Phelps en 2008 avoir 2008 ou 2012, je me rappelle plus, avoir des espèces de grosses traces de ventouses au niveau des épaules, et on s'est dit, waouh, Michael Phelps, il utilise une technique révolutionnaire pour optimiser sa récupération. Mais les gars, ça fait des centaines de milliers d'années que c'est utilisé en médecine chinoise. Sauf que, encore une fois, il faut qu'il y ait, tu vois, des gens qui ont opinion sur rue et qui a une certaine, comment dirais-je, pas autorité à pouvoir remettre ça au goût du jour, mais pas bien loin, tu vois. Et je trouve que là, tu vois, par exemple, il y a eu la mode tu sais, du sans gluten. Et tout le monde t'a dit, ouais, regarde, Novak Djokovic, il est végétarien, il mange sans gluten, machin, etc. Regarde les performances incroyables qu'il a. Oui, d'accord. Et du coup, est-ce qu'on doit tirer la conclusion que c'est un bon mode de vie pour tout le monde? Est-ce que c'est la méthodologie miracle, etc. Et aujourd'hui, je trouve qu'on est vachement dans des mouvances, tu vois, où vu qu'il y a un tel qui fait, bon, bah, je vais faire exactement pareil, tu vois. Il y a eu, il y a eu la mode Kim Kardashian avec un cul énorme. Bon, bah, toutes les nanas ont fait de la chirurgie esthétique pour avoir un cul énorme, tu vois. Maintenant, elle se fait enlever ses prothèses. Bon, tout le monde veut redevenir sans prothèse, tu vois. Et c'est assez marrant parce que je trouve que c'est des effets de mode. Et en réalité, bah, ces effets de mode, je pense que ça a tendance, comme tu le disais, tu le disais très bien, à perdre un petit peu les gens.
Et du coup, on ne sait plus vraiment où on en est. Tu vois, il y a eu la mode, les régimes du camp, etc. et toutes ces conneries. Alors oui, forcément, c'est des choses qui amènent un résultat et aujourd'hui, les gens veulent un résultat rapide. Bah, par contre, on sait très bien que dans le temps et dans la durée, bah, c'est pas forcément aussi simple que ça puisse paraître. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les gens euh, ont un manque d'éducation sur la santé de manière générale? Et quelles seraient, selon toi, les pistes qu'on pourrait peut-être creuser pour que ça puisse changer? Oui, clairement. Clairement, et moi d'ailleurs, je pense que, je sais pas si je les saoule ou si ça leur plaît, mais moi je sais que j'aime énormément expliquer tout ce que je dis et tout ce que je propose de mettre en place en consultation. J'envoie un grand compte rendu parce que je me dis, au bout d'une heure et demie, d'avoir un mal au crâne, les pauvres, mais parce que je trouve que c'est hyper important de comprendre. Si tu dis juste à quelqu'un, mets ça en place, mange ça, retire ça, enfin, c'est compliqué d'être motivé à mettre les choses en place, mais je trouve que cette éducation, elle est importante dans le sens où la vie, c'est pas un laboratoire et on peut pas appliquer la même chose à tout le monde. Et au final, je trouve que ce qui est le plus important pour, comme tu disais par rapport à la kiné tout à l'heure, pour que les patients viennent une fois, mais le but c'est qu'ils reviennent pas tous les 3 mois, c'est de les rendre autonomes dans la gestion de leur santé. Et pour les rendre autonomes, il faut comprendre en fait, il faut juste comprendre comment le corps fonctionne. Et du coup, c'est des notions de base, encore une fois, enfin, des choses que moi j'ai appris en naturo et à chaque fois je me dis, mais ça, voilà, tu l'expliques simplement à quelqu'un, il le comprend et après il est à l'écoute de symptômes. Il se dit, ah, bah oui, effectivement, j'ai fait ça, j'ai mangé ça, là je vois que mes plaques ressortent, là j'enlève cet aliment, ou je règle comme ça, ou je gère mon stress, etc. Je sens que ça repart. Enfin voilà, le corps il parle et pour moi, la chose la plus importante dans un traitement, c'est bien sûr de répondre à la problématique, de mettre un protocole en place, mais c'est vraiment cette partie éducation euh, éducation. Et après, ben, c'est compliqué parce que, comme on disait, du coup, tu me disais pour la santé hormonale, donc, je suis partie sur l'alimentation dans le sens où il y a beaucoup, beaucoup d'informations et c'est très dur de faire le tri. Et à côté de ça, sur la santé hormonale, ben, il n'y a pas d'infos. Et la santé nerveuse non plus. Enfin, c'est des Ouais. choses dont on parle très peu. Donc, c'est dur au final de trouver l'info parce que soit il y en a trop, on est noyé, soit il n'y en a pas assez et du coup, c'est dur de comprendre. Pour moi, le premier conseil, c'est de revenir à la base, en fait. C'est de vraiment revenir à la base déjà, et c'est vraiment ce que fait au final la naturopathie, euh, de manière extrêmement simplifiée, mais en fait, on revient vraiment à la base d'une alimentation. Une alimentation, il faut avant tout qu'elle soit équilibrée. Avant de chercher, des fois, on veut tellement optimiser, on veut plus de fibres. Enfin, il y a des personnes qui ont la volonté de bien faire, et j'ai été dans ce cas-là, et je pense que c'était vraiment une grosse partie de la genèse de mes troubles digestifs de vouloir tellement optimiser au max que tu passes sur une alimentation qui est complète à 100%, donc que des pâtes complètes, du riz complet, beaucoup, beaucoup de légumes, etc. On enlève le gluten, on se met une pression pas possible par rapport à l'alimentation, et au final, ça donne une alimentation qui est tout sauf digeste. Ça donne des assiettes qui sont Mm, hyper compliquées à digérer, qui sont hyper riches en fibres pour un intestin qui n'est pas habitué, parce qu'on s'éloigne de la base et d'une assiette qui est complète mais simple, et en fait, on veut enlever des choses. Puis c'est compliqué parce qu'il y a plein d'injonctions, tu vois, par exemple à supprimer complètement la viande. Il y a une grosse culpabilisation aussi qui s'ajoute à ça pour des raisons écologiques, pour des raisons, pour plein de raisons. Donc c'est vrai que c'est très dur de s'y retrouver, mais je pense qu'il faut vraiment revenir à la base et que déjà quand on revient à la base d'une alimentation glucides, lipides, protéines, que les trois sont présents dans des quantités raisonnables, avec une quantité raisonnable de fibres, qu'on mange dans le calme et qu'on dort bien, bon déjà, en On a fait général, déjà les pas choses mal de choses. Ouais, non, bien mais sûr. ouais, c'est bête, parce que et justement, ça paraît trop simple. Ça paraît presque trop simple. On se dit, bah, ça peut pas être que ça, mais c'est souvent une addition de plein de petites choses. La personne qui mange le stressé, qui mange froid, prend pas le temps de mâcher, qui va grignoter toute la journée, qui va manger voilà, trop de fibres, enfin, tu vois, qui va consommer de la caféine à tous les repas, etc. C'est toutes des petites choses additionnées qui vont détraquer la santé. On se retrouve avec des personnes qui ont des gros symptômes, année après année, qui vont chez le médecin ou en médecine, on va vraiment chercher un diagnostic. En fait, souvent, on va chercher à poser un mot sur les mots, à chercher un Mhm. diagnostic, une étiquette, mais pas forcément bah, concrètement dans votre assiette, mettez ça en place. Enfin voilà, on va pas reprendre ces piliers en fait de santé, ces piliers de base que sont bah, le rythme de vie, le sommeil, la manière dont on mange, reconstituer une assiette, éduquer sur le rôle des aliments. Et c'est pour ça qu'il y a besoin, selon moi, vraiment de la complémentarité entre médecine allopathique et médecine naturelle, parce que enfin,
tu vois, chacun son rôle et ils n'ont pas le temps pour ça. C'est pas leur rôle en médecine allopathique de faire l'éducation des patients et de revenir, enfin voilà, Bah, de donner ce qu'ils... c'est pas leur rôle, après, c'est pas leur compétence non plus, soyons clairs et honnête, hein, tu vois, chacun son rôle, hein, comme j'aime à dire. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, moi en tout cas, c'est également ce que j'essaye de faire. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ton travail et toutes les personnes que je fais venir sur ce podcast. Euh, c'est des personnes qui ont cette vision, justement, cette vision éducative et, entre guillemets, pédagogique de vouloir transmettre une connaissance, alors pas forcément une compétence, mais en tout cas transmettre des connaissances, parce qu'aujourd'hui, je pense que les gens sont parfaitement à même de comprendre, mais en tout cas, il faut leur donner du relief. C'est-à-dire qu'il faut être capable de leur apporter une certaine vision des choses et de pas leur dire, bah ok, bah tu vas faire, mais tu vas faire bêtement. Aujourd'hui, je pense que Ouais, c'est un gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on dit aux gens, bon, bah ok, je vais te prendre en charge sur le plan alimentaire, mais en fait, tu vas manger ça, comme ça, dans telle quantité, tel jour, machin. Mais en fait, il y a aucune notion éducative. C'est-à-dire que le jour où, en fait, le plan alimentaire s'arrête, bah, en fait, tu n'as tellement pas éduqué la personne, tu l'as rendue encore plus dépendante de quelque chose ou de quelqu'un, en tout cas. Et du coup, ben, je pense qu'une fois qu'elle arrête, ben, c'est encore pire, en fait. C'est encore plus catastrophique. Et quel est ton avis là-dessus? ouais, je suis complètement d'accord. Et c'est le parallèle se fait avec la kiné d'ailleurs aussi. Pour moi, on ne peut pas soigner une personne efficacement dans le temps sans la rendre autonome dans la gestion de sa problématique. Et on ne peut pas rendre quelqu'un autonome sans l'éduquer. Et au-delà de ça, je trouve que notre rôle, c'est aussi d'accompagner, alors sans assister les gens, mais de participer au fait qu'après la consultation, bah, ils vont réussir à mettre en place ce que tu leur proposes. Tu vois, c'est pas juste de balancer un protocole et de dire, bah, débrouille-toi avec ta motivation et tout le reste. Et je trouve que, enfin, moi, personnellement, en fait, je fonctionne comme ça, dans le sens où je peux être très disciplinée, mais par contre, il faut que j'ai compris pourquoi je fais les choses. Tu vois, il faut que je sache Mm, pourquoi je les fais. Et moi, si tu me dis de retirer quelque chose de mon alimentation, si j'ai pas compris pourquoi et si j'ai pas compris l'intérêt, tout simplement, C'est je donner de dis la pas que lisibilité, tout simplement, hein. ouais, je dis pas que je vais forcément pas le faire, mais je vais être beaucoup plus motivée à le faire. Tu vois, si je comprends pourquoi je le fais et que si je comprends l'impact et si du coup je suis capable de prêter attention à l'évolution de mes symptômes en fonction, tu vois, en mettant ça en place, de me dire, ah bah oui, je sens ce bien-être, parce que pour moi, c'est ça aussi le but d'éduquer, c'est de dire, bah voilà, quel impact ça peut avoir potentiellement. Et moi, quand je fais un protocole et quand donc je propose de changer pas mal de choses en général dans les habitudes de vie, et j'invite vraiment les patients à prêter attention à l'impact que ça a sur eux. Et il y a des fois où moi, je vais me dire, bah, ça, c'est vraiment le conseil qui va être game changer. Et au final, oui, ça va améliorer, mais ils vont me dire, ah, mais par contre, j'ai mis ça en place, mais ça m'a changé la vie. J'ai l'impression que ça a fait 80% du travail, tu vois. Et c'est voilà, c'est intéressant que eux prêtent attention à ça pour être autonomes. Et je trouve qu'après, ça permet aussi de, bah, justement d'être capable de faire le tri dans toutes ces infos qu'on voit passer, tous ces courants différents, de se dire, tout ne peut pas être vrai. Il y a plein de courants contraires. Il Ah, y a bah, des bien gens qui sûr. vont faut être végétarien, des gens qui vont dire il ne faut surtout pas être végétarien. Et donc le seul moyen de s'y retrouver, c'est de comprendre comment on fonctionne nous, d'apprendre à repérer les symptômes et comment le corps répond quand on change quelque chose et quand on met quelque chose en place. Et c'est vraiment la même chose en kiné. Tu vois, souvent je fais un cours Comme tu dis, c'est d'anatomie. quelque chose de très personnel. Et en réalité, bah, les gens aujourd'hui cherchent une solution, entre guillemets, globalisante. Mais en réalité, bah, s'il y a des professionnels de santé comme vous qui existent, c'est justement pour apporter des solutions un petit peu plus individualisées. Et comme tu dis, hein, de permettre de se comprendre et comprendre comment fonctionne un petit peu l'organisme de manière générale. Ce que tu fais d'ailleurs très bien avec ton compte Insta. D'ailleurs, je vous le mettrai là en petite description parce que tu fais vraiment des posts qui sont hyper intéressants, hyper enrichissants sur des thématiques qui peuvent paraître des fois un petit peu complexes. Et pour le coup, tu les vulgarises, je trouve, très très bien. Tu simplifies énormément les choses et ça rend des choses qui peuvent paraître des fois incompréhensibles, parfaitement compréhensibles pour la majorité du grand public. Et ça, je trouve ça très, très intéressant pour le coup. Merci. En tout cas, c'est le but. Je C'est le crois que c'était but. vraiment. Et Ouais, c'est sûr que c'est pas évident. C'est pas évident parce que des fois, il y a quand même des choses qui sont complexes dans leur globalité. Et d'arriver à les simplifier, à les rendre accessibles au grand public, c'est vraiment des choses qui sont pas forcément évidentes. Et ça fait du coup une excellente transition pour pour le sujet que je voulais qu'on évoque par la suite.
Donc, tu nous as parlé un petit peu de cette expérience, etc. Et je sais qu'à l'issue de cette expérience, donc avec l'équipe haïtienne, alors même si c'était peut-être un petit peu dans tes projets déjà précédemment, euh, tu as eu l'intelligence, je dirais, de dire, bon, bah ok, maintenant j'ai acquis des compétences, j'ai pu me rendre compte de certaines problématiques. Et du coup, tu as donc créé une formation en ligne, si je dis pas de bêtises, reprenant un petit peu toutes ces thématiques de manière transversale. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a très très peu de formations qui reprennent de manière, j'ai utilisé un terme un peu galvaudé, mais de manière holistique les choses. Et toi, c'est vraiment cette approche-là que tu as dans cette formation. Est-ce que tu peux nous la présenter et nous dire un petit peu euh, même si même si on s'en doute, comment tu en es arrivé à créer cette formation? Mais en fait, moi, je pense que j'ai créé ce que j'aurais aimé trouver, même quand j'étais que kiné, entre guillemets. Justement, comme je te disais, je manquais vraiment de clés, donc à la fois pour moi en tant que sportif, pour mes patients sportifs, pour mes patients de manière plus large également, mais voilà, vraiment pour les sportifs. Et j'ai cherché, tu vois, des formations sur comment encadrer. J'aurais aimé trouver un peu cette boîte à outils pour mes sportifs. Et je pense que si j'avais trouvé ça, j'aurais peut-être même pas repris mes études tu vois, en naturo, parce que j'ai aucun regret de l'avoir fait et ça m'a énormément apporté. Et ça me passionne et de manière générale, j'ai toujours voulu voilà, avoir une santé, une vision de la santé de plus en plus large. Mais je pense que si j'avais trouvé cette boîte à outils-là, j'aurais peut-être pas repris plus de 2 ans d'études. Enfin, voilà, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'investissement. Donc, même en fait, quand après j'ai fait naturo, je suis sortie de naturo, je me suis dit, bah pareil, j'aimerais me spécialiser en prise en charge du sportif. Et en fait, j'ai rien trouvé. Tu vois, j'ai pas trouvé de formation pour ben, comment prendre un sportif, quelles sont les problématiques qui lui sont spécifiques, parce que les problématiques qui sont communes à monsieur et madame tout le monde, parce qu'il reste humain, mais il y a quand même des problématiques qui concernent spécifiquement le sportif. Et moi, je me suis construit enfin mon expérience vraiment un peu toute seule avec mes patients, etc., avec ce que j'avais appris. J'ai fait un cursus de micronutrition en parallèle. Enfin voilà, je suis allée chercher en fait, plutôt que de trouver une formation toute faite, je suis allée chercher plein d'outils. J'ai fait plein de formations complémentaires en parallèle sur les hormones, sur la thyroïde, sur le cycle menstruel avec une sage-femme. Enfin, tu vois, ça m'a pris du temps, ça m'a pris de l'argent, c'est quelque chose qui me passionne, donc Est-ce j'ai que tu aucun penses regret. que ça, et est-ce que tu penses que ça n'existe pas parce que personne s'y intéressait? Est-ce que parce que la naturo est encore un courant un peu trop, un petit peu trop récent, un petit peu trop neuf, entre guillemets, ou est-ce que c'est vraiment parce que, en fait, personne s'est jamais penché sur le sujet? Un peu de tout, je pense. Et puis, pour moi, ce qui manque aujourd'hui, c'est ce lien naturopathie-micronutrition. Alors, il y a énormément de professionnels qui se forment dans les deux, mais en tout cas, dans la transmission de l'information, pas vraiment. Tu vois, t'as d'un côté vraiment l'approche naturelle, naturopathique, et de l'autre côté, l'approche micronutritionnelle, alors que les deux sont encore une fois hyper complémentaires. Alors, moi, chaque fois que je rajoute un wagon à mon train, je me dis, mais tout s'imbrique, enfin voilà, tout fonctionne ensemble en fait. Et, euh, et du coup, moi, j'aurais eu ce besoin et je me suis toujours dit, bah, créer ce produit, je pense que ça répondrait à un besoin. Mais tu vois, ça restait mon cas personnel. Ensuite, bah, je me suis créé mon expérience avec des patients sportifs, avec différents sports, pas mal de crossfitters. Et le fait de me rendre compte qu'à haut niveau, il y avait ce besoin, en fait, ça m'a tellement conforté dans l'idée qu'il y avait un besoin que je me suis dit, ben, j'ai vraiment envie de transmettre ça parce que souvent, tu as deux cas de figure. Tu as soit les staffs qui sont pas du tout ouverts ou pas du tout éduqués, enfin, tu vois, conscients que cette partie-là est importante. Et donc, bon, ils vont pas forcément chercher. Et moi, je suis tombée sur le deuxième cas de figure, qui était un staff qui a la volonté de mettre des choses en place, mais qui n'a pas forcément les clés. Et puis, bah, tu vois, chacun a son rôle. Enfin, ils sont coach, entraîneur, préparateur physique. Et ça demande, moi je vois le temps que ça m'a pris de reprendre mes études. C'est pas donné à tout le monde et c'est sûr que voilà, j'ai la chance de tomber sur un staff que j'ai pas eu besoin de convaincre de l'intérêt de faire ça. Mais je me suis dit, quelle que soit la catégorie de staff, tu vois, il y a pas les clés. En fait, même de la part des athlètes. Et ma formation, j'essaie de la rendre vraiment accessible à tous parce que les athlètes, c'est pareil, il y en a que ça va pas intéresser. Il y en a qui sont, enfin, voilà, il y a des sportifs qui sont vraiment dans le sport, même à haut niveau, qui sont dans le sport en lui-même, tu vois, l'entraînement et qui s'intéressent pas trop à tout ce qu'il y a autour. Et il y a des athlètes qui sont plus complets dans la prise en charge de leur performance, qui ont cette volonté
de comprendre, de prendre soin d'eux, de mettre les bonnes choses en place, etc., qui sont très exigeants là-dessus. Et qui, bah, pareil, vont se dire, OK, bah, j'ai la volonté, mais c'est très dur de trouver les infos. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, moi, tout ce que j'utilise, et j'ai eu cette expérience de terrain en or, franchement, parce que ben, voilà, Ouais, bien c'était sûr. vraiment en conditions réelles d'une compétition de niveau mondial où tu enchaînes les matchs, où tu enchaînes, enfin, tu vois, t'es avec le stress, et puis j'avais besoin de résultats rapides, etc. Donc, j'avais pas forcément des conditions, tu vois, où tu peux faire des prises de sang hyper facilement non plus, donc tu fonctionnes beaucoup avec les symptômes. Enfin, ça a été vraiment, vraiment très enrichissant. Et du coup, à l'issue de ça, en fait, ce qui m'a poussé à passer à l'action, c'est le fait que ça m'ait confirmé qu'il y avait un besoin pour moi, qu'il y avait vraiment de proposer cet outil ben, tout fait, tout résumé de plusieurs années, tu vois, de formation, de recherche à droite, à gauche, et un condensé de ce qui est pour moi l'essentiel à mettre en place pour atteindre la performance ou toutes les choses à prendre en compte pour atteindre la performance. Voilà, je me suis dit, ben, j'essaie de créer le produit parfait que moi j'aurais aimé trouver et que je Ouais. me dis qu'il pourrait servir aujourd'hui, du coup, à la fois à ses staffs et aux athlètes. Et c'est vrai que c'est ce qu'on va retrouver dans tout bon produit, entre guillemets. On va partir d'un besoin et très souvent, la problématique du produit, on va la trouver dans une expérience qu'on a vécue, c'est-à-dire quelque chose qui nous a à un moment donné manqué, un manquement sur lequel on a envie d'apporter sa pierre à l'édifice. Et d'autant plus, ce qui est très intéressant dans ton approche et en tout cas dans ton expérience, c'est que tu t'es rendu compte que si ça, que ça c'était quelque chose qui n'était déjà pas présent dans le haut niveau. Donc on imagine bien que si dans le haut niveau, c'est des choses qui n'existent pas et que la prise de conscience, elle est certes, euh, certes, les gens, tu vois, ont conscience des choses, mais ne le font pas forcément. C'est peut-être parce qu'en effet, il manque les clés et il manque les outils nécessaires. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment une image que je prends très souvent moi aussi, la notion de boîte à outils et de dire, bah voilà, aujourd'hui, j'ai un outil complet. Je vais essayer d'aller piocher dedans pour optimiser chacun des cas face auxquels je vais être confronté, etc. Et ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Euh, à qui s'adresse vraiment cette formation? Est-ce que c'est vraiment uniquement pour des staffs? Est-ce que ça peut être aussi pour des athlètes? Est-ce que ça peut être bah, pour un petit peu tout le monde, pour du grand public? Comment tu as déterminé un petit peu cette formation? Bah, c'est vraiment très large dans le sens où alors, c'est vraiment une formation à propos du sportif. Donc, c'est les problématiques que je rencontre avec les sportifs plus spécifiquement. Évidemment qu'il y a une base qui est applicable à tout le monde, parce que, ben, comme je te disais, ça reste, enfin, les sportifs restent humains. Donc, par Mhm. exemple, le module sur le sommeil, on va optimiser ce sommeil. Les techniques vont être quand même semblables suivant les personnes. Ça va être un peu différent chez le sportif de quand est-ce qu'il faut, tu vois, en cas d'entraînement tardif, par exemple, comment l'optimiser. Et le lien entre sommeil et performance. Ça, c'est des choses que j'ai fait aussi, tu vois, avec les filles, de faire des petites présentations un peu éducatives, juste pour expliquer, ben, parce que tu vois, de dire à tout le monde de bien dormir, bien manger, enfin, c'est comme dire Ça de veut dire mâcher, tu quoi? Ça veut dire quoi? Bien vois. manger, bien dormir. Ouais. Voilà. Et puis, quel impact directement sur la performance? Si on me dit bien dormir, ça va rentrer par une oreille, ça va sortir par l'autre. Quand tu expliques ce qui se passe pendant la nuit, au niveau hormonal, la reconstruction physique, la récupération psychique, l'impact sur tu vois, le temps de décision sur un terrain, par exemple, bah, Mhm. d'un coup, quand tu vas te coucher, tu vas peut-être plus facilement couper ton téléphone en te disant, bah ouais, je sens que enfin, un peu, mon temps de réaction, il est meilleur, que ma récup physique, elle est meilleure à tel niveau parce que, bah oui, il y a l'hormone de croissance qui fait ça. Donc, en fait, ça s'adresse aussi bien aux athlètes parce que je l'ai rendu, tu vois, comme j'essaie de faire sur Instagram, vraiment accessible, imagé. Donc, le contenu est poussé. Il y a du contenu qui servira peut-être pas forcément aux athlètes, quoique. Mais en tout cas, j'ai essayé d'en faire un outil que les athlètes peuvent utiliser en autonomie, aussi bien au staff, aussi bien aux coachs, aux diététiciens, parce qu'en diététique, c'est pareil, il n'y a pas trop, tu vois, cette approche hormonale, alors qu'en fait, Ouais. enfin, c'est Ça devrait être la hyper, base pourtant. bah ouais, c'est hyper important de lier les deux. Et bah, ça s'adresse aussi bien aux kinés, aux ostéos, qui ont bah, généralement, moi j'ai toutes ces personnes-là du coup qui sont dans la formation, j'ai vraiment un panel de profils très variés et c'est génial du coup. Et les ostéos, ils ont quand même déjà une vision qui est très large, très complète. Ils font souvent du viscéral. Et du coup, tu vois, quand tu commences à ben, voilà, faire du viscéral, avoir des clés pour la digestion, à relier ce que tu sens manuellement et avoir des clés à donner à tes patients en disant bah, j'ai senti ça, mais pour remonter à la cause,
je vais pouvoir donner ces outils. C'est hyper intéressant. Ouais, c'est incroyable. Ouais, bien sûr. La prise en charge devient beaucoup plus complète. Et ouais, donc voilà, pour répondre à ta question, c'est toutes les personnes qui encadrent des sportifs, qui sont susceptibles d'encadrer des sportifs, et les sportifs eux-mêmes qui veulent comprendre leurs performances, comprendre un peu leurs symptômes, par exemple, les sportifs qui sont fatigués, qui digèrent pas forcément bien, qui veulent comprendre plus à propos des compléments alimentaires, de comment gérer une compétition, comment gérer l'entraînement en fonction du cycle menstruel. Voilà, en gros. Et du coup, de manière plus cartésienne, qu'est-ce qu'on va retrouver en termes de modules? Est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu du type de module, sous quel format ça se présente? Donc, tu nous as parlé un petit peu des formats un petit peu éducatifs avec des slides, etc. Je sais que tu as des intervenants de renom qui ont intervenu sur ta formation. Est-ce que alors sans trop rentrer dans le détail, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'on va retrouver dans cette formation, un petit peu en termes de modules, sans forcément, encore une fois, rentrer trop dans le détail? Ouais, bah, un peu tout ce que je viens de te citer. Et du coup, donc il y a une partie alimentation. Pour le coup, je rentre pas, parce que sinon c'est une formation entière diététique et ça prend Ouais. des années. Je rentre pas vraiment dans le détail du plan alimentaire, du grammage, etc. Mais je reprends vraiment les bases de l'alimentation du sportif. J'ai tout un module digestion qui là est assez détaillé, mais très pratique, ce qui est vraiment le fil conducteur de ma formation d'ailleurs. Pratique et Donc, pragmatique, ouais. voilà, de faire un outil où c'est pas je ferme le module et je me demande ce que je vais bien pouvoir en faire en pratique. C'est je ferme Ouais, le module, je sais exactement avec mon prochain patient comment je l'applique et comment je m'en sers. ok. Donc, digestion, j'ai toute une partie donc, sur le sommeil, une partie sur la santé hormonale, une partie sur la santé nerveuse. Donc, à la fois ben, comprendre, tu vas revoir les bases de la physiologie, mais encore une fois, toujours relié en pratique. Ok, la physiologie, c'est ça. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça donne en termes de symptômes, comment on agit dessus de manière naturelle, avec quels compléments, etc. J'ai une grosse partie sur le cycle menstruel, parce que je pense que c'est quelque chose qui a quand même besoin d'être Mm, détaillé mm. aujourd'hui et d'être compris. Et j'ai fait un tracker, un peu, tu vois, fabriquer un tracker pour le cycle de la sportive, parce qu'il y a plein de sportifs qui savent pas, en fait, enfin, tu vois, qui prêtent pas attention ni à leurs symptômes et qui, en fait, bah, apprennent pas forcément à se connaître. J'ai une partie complémentation alimentaire, blessure du sportif, gérer une compétition. Et j'ai fait un bilan, en fait, qui, je pense, est vraiment le gros point fort de cette formation. Enfin, en tout cas, c'est, en termes de pratique, je pense que c'est Ouais. ce que je peux apporter de mieux. C'est vraiment un gros bilan prêt à l'emploi pour que, ben, à la fois, les athlètes puissent faire un auto-bilan, en fait, tu vois, de vraiment, en fonction des sphères digestives, nerveuses, hormonales, quels symptômes pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est à l'origine du problème. Est-ce que c'est la sphère hormonale qui impacte la sphère nerveuse, qui impacte la sphère digestive, ou est-ce que c'est la sphère digestive qui impacte, etc. Parce que c'est vraiment ça qui est compliqué. Au final, c'est de relier tous ces symptômes et de comprendre ce qui se passe. Et donc, il est à la fois utilisable directement par les professionnels avec leurs athlètes. Donc, c'est un gain de temps et ça te permet d'avoir une vision vraiment globale, de dire, voilà, j'ai mon athlète, je vais voir tout de suite où il faut agir en premier C'est chez cette souvent ce qui manque personne. d'ailleurs un petit peu dans les formations, ce qu'on peut reprocher à certaines formations, c'est de manquer d'aspect pratico-pratique, parce qu'en effet, tu vois, tu as des gens des fois qui sortent d'une formation, alors qu'elle soit présentielle ou en ligne, et ils se disent, bon, ok, super, j'ai vu plein de choses, mais qu'est-ce que je fais de tout ça finalement? Comment Ouais, je l'interprète, qu'est-ce que j'en fais, comment je m'y prends, etc. Et tu vois, moi qui ai fait une formation également en ligne, j'ai essayé de prêter beaucoup d'attention là-dessus, sur le fait de dire, voilà, on va parler des aspects théoriques, mais non, parlons de l'aspect pratico-pratique. Comment vous allez mettre ça en place, et ce, de manière immédiate. C'est-à-dire que les mecs, une fois qu'ils ferment l'écran de l'ordinateur, dans la minute, ils sont capables déjà de mettre en place des choses de manière simple, clair, lisible à la fois pour eux dans leur manière de l'aborder, mais lisible aussi pour les personnes qui vont derrière venir pratiquer. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'hyper intéressant. Et en effet, je pense également que c'est un point fort, hein, c'est un point fort à- à coup sûr, pardon. Je cherchais mes mots. Et le fait de, justement, en plus d'avoir un questionnaire qui prenne les différentes problématiques en compte,
ça, encore une fois, je trouve que c'est une véritable richesse parce que la plupart du temps, on a tendance à prendre les choses de manière un petit peu isolée, de dire, bah, voilà, sur l'aspect physique, il y a ça, sur l'aspect santé, il y a ça, sur l'aspect émotionnel, il y a ça. Et du coup, bah, là, de mettre un petit peu tout en corrélation, je trouve que ça donne vraiment du sens. Et moi, ce que j'aime à dire, c'est, je trouve qu'il est toujours intéressant d'avoir une cartographie de la personne qu'on a en face de toi, de soi. Et visiblement, c'est ce que tu as réussi à faire avec ce questionnaire. Parce qu'en effet, même des fois, je vais prendre encore une fois mon cas parce que je le connais et c'est quelque chose que je maîtrise au quotidien. Cette cartographie-là, il y a des athlètes, des fois, qu'on entraîne depuis 8 9 10 ans. Et des fois, je pense qu'il est même, il est encore intéressant d'arriver à peut-être faire ce genre de questionnaire pour avoir une cartographie encore plus affinée, encore plus affûtée de la personne qu'on a en face de soi. Parce que des fois, avec le fait qu'on passe beaucoup de temps avec cette personne-là, de manière bah, quasi quotidienne, moi j'ai des athlètes quasiment que je vois au quotidien, et ben des fois, on a tendance à omettre, à laisser un petit peu certaines choses de côté, et des fois d'avoir un document factuel, écrit, avec des questions bien ciblées, bah, ça peut des fois nous remettre entre guillemets, sur le droit chemin et nous amener sur des pistes que des fois on aurait eu peut-être tendance à mettre de côté parce que en pensant qu'on connaît peut-être très bien notre athlète, et ben des fois on aura peut-être tendance à sous-estimer ou à négliger certains points. Et ça, pour le coup, je trouve en soi, cette formation que tu as mise en place est très, très intéressante. Et d'autant plus avec cet aspect de profilage et de cartographie. Je trouve que c'est vraiment un truc à la fois hyper abouti et en effet utilisable par un bon nombre de personnes. Donc Ouais, ça, c'est vraiment cool. gentil. Bah, je pense qu'on a effectivement un peu le même mode de fonctionnement. Et en tout cas, j'ai essayé de créer ce que moi, j'attends d'une formation, tu vois, et Ouais, j'en ai fait beaucoup. Mais du coup, je ouais. les ai toujours fait avec les mêmes critères, c'est que je veux que ça me simplifie la vie et je veux savoir à la fin de la formation comment j'applique ce que j'ai appris. Enfin voilà, je trouve que ça demande un effort monumental. En fait, c'est juste de fournir, tu vois, de dézoomer, une fois que tu as zoomé dans chaque module, digestion, etc., de revenir, ok, mais là, j'ai pas une personne, j'ai pas un intestin devant moi ou Ouais. j'ai pas une thyroïde, j'ai une personne qui a plein de symptômes, qui coche plein de cases. Qu'est-ce que je fais de ce puzzle, quoi, et comment je démêle tout ça? Et tu vois, encore plus pour des staffs, parce qu'il y a des staffs qui, enfin, il y a des staffs qui ont plus ou moins différents profils, entre guillemets, et des fois, ça va être des préparateurs physiques qui vont se charger de cette partie. Des fois, ça va être bon, généralement plutôt des diététiciens, nutritionnistes, mais voilà, c'est des personnes à qui ça va demander quand même un effort de se former, enfin, d'élargir cette vision. Et du coup, enfin, s'ils ont l'impression qu'il faut reprendre des études d'hormonaux, c'est un peu décourageant que si on se dit, bon, bah, c'est un truc pratique où je vais pouvoir à la fin, je sors mon Je peux aller à bilan, j'ai mon... l'essentiel. Ouais. Voilà, exactement. C'est un peu plus encourageant, je pense. Ouais, ouais. Et j'aimerais qu'on finisse ce podcast par un sujet dont on a parlé, hein, qui va toucher d'ailleurs à la formation. On a eu l'occasion d'échanger il y a un petit bout de temps sur ça au téléphone. Souvent, l'approche que les gens ont de la formation, alors surtout quand c'est des formations qui sont hors cursus universitaire ou qui n'ont pas de véritable certification, etc. La notion de prix où les gens disent très, très souvent ouais, mais tu comprends, ça coûte cher, c'est trop cher, etc. Comment toi tu abordes un petit peu ça? Parce que je sais qu'on en a discuté et j'aimerais qu'on en parle parce que ça peut intéresser du coup les auditeurs qui vont nous Ouais. écouter, sur la notion de dire, bah voilà, aujourd'hui, moi j'ai fait une formation. Est-ce que tu m'as évoqué des chiffres où ça m'a paru complètement fou parce que je sais que dans ton domaine, dans le domaine de la santé, les formations coûtent très, 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 très cher. Peut-être d'ailleurs autant que dans le milieu du sport, mais en tout cas, peut-être dans le milieu de la santé, c'est sans doute encore plus cher. Quelle est ton approche quand les gens t'évoquer justement cette notion de prix? Est-ce que toi, tu peux nous dire déjà, nous rappeler, parce que tu nous l'as dit en début, mais le rappeler, je trouve que c'est toujours intéressant, le nombre d'années d'études que tu as faites pour en arriver à cette formation et à peu près le budget, parce que quand tu m'as parlé de ton budget, du budget de formation que tu as émis, je me suis dit, cette nana est complètement mégalomane, mais mégalomane de la formation. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit aperçu pour que les gens puissent comprendre qu'à un moment donné, quand on met
un certain prix à une formation, en réalité, vous avez peut-être l'impression que ce coût, il est élevé, mais vous allez voir qu'en fait, c'est complètement dérisoire par rapport à ce que ça va vous apporter et surtout par rapport à l'argent et au temps qui a été investi. Est-ce que tu peux nous faire un retour là-dessus? Ouais. Alors oui, je sais pas si je suis un exemple parce que c'est vrai que j'ai une période un peu boulimique de formation. En fait, j'ai commencé avec la kiné du sport et après je me suis plus arrêtée. Donc depuis 6 ans et demi, j'en ai fait plusieurs en parallèle. Tu vois, j'ai fait naturo en parallèle de thérapie manuelle. Enfin, j'ai passé quand même quelques années à vraiment cravacher, mais après, bon, j'aimais ça, tu vois, personne m'a forcé, etc. Mais en termes de somme d'argent, j'avais calculé, j'en étais à 26 000 euros, je crois, de formation en 26 000 euros, et je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, 26 000 euros. Est-ce que tu peux nous rappeler le prix de ta formation, de de ma celle que tu as mis formation. en place? Il évolue, mais en gros, elle est en moyenne à 700 euros. Voilà. Entre 600 Donc 700 et euros. 700. Ouais. Donc pour les gens, bah, bien entendu, hein, après, tu dis c'est évolutif parce qu'en fait, tu rajoutes sans arrêt des modules, donc forcément, bah, elle prend de la valeur, donc forcément, le prix varie un petit peu. Mais est-ce que vous vous rendez compte à un moment donné que vous ne pouvez pas venir expliquer à Marion ou à une autre personne, hein, parce que moi je suis un petit peu dans le même cas de figure, il y en a beaucoup d'autres hein, qui font des formations, etc., et qui entendent ce genre de remarques, ouais, mais tu comprends, c'est cher. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à un moment donné, Marion, elle a mis 26 000 euros sur la table pour se former, et elle vous a fait un condensé de ce qu'il y a de mieux, en fait, des meilleures méthodes, avec, en plus de ça, il y a le coût de la formation, il y a le temps que ça prend, tu nous en diras un petit peu plus. Il y a le fait de synthétiser tout ça et le fait que bah, tu as aussi une expérience. Tu as aussi une expérience, ça fait 6 ans que tu es sur le terrain, tu observes des choses, tu as des patients et des cas cliniques bah, tous les jours. Donc ça aussi, ça a un prix et que finalement, ce prix, il est complètement dérisoire par rapport à ce que tu apportes vraiment dans ta formation. En termes de temps, ça représente à peu près combien de temps sur la durée? La formation, là, je crois, à 14 heures de contenu, quelque chose comme ça, Ok. 14 ou 15. 14 heures de Mais contenu, sachant qu'après, il y a plein de contenus qui sont des slides, qui sont des contenus écrits, etc. Et en termes de temps de cursus de formation, combien ça t'a pris de temps pour arriver à ce niveau de compétence, en tout, en partant du bac, hein, bien entendu. alors, bon, je vais continuer d'apprendre encore pendant des années, mais Ouais, là, ça fait 6 ans et demi que je suis diplômée, que je cumule bah, à la fois mon expérience de terrain et mes formations. Et c'est vrai que moi, c'est ce que je me disais, c'est pour ça que j'en ai acheté autant, mais sans regret aussi, si je me dis, mais ok, je paye ce prix-là, mais qu'est-ce que ça m'apporte en retour? Et souvent la valeur, parce qu'effectivement, c'était des condensés d'expérience. Tu vois, j'ai même eu payé, ça peut paraître fou, mais franchement, je trouve que c'est tellement efficace. J'ai eu payé des professionnels, donc à la fois des naturaux, des ostéos. Au lieu de leur payer une consultation, je leur payais limite un cours particulier, tu vois, de dire, bah, est-ce j'ai que besoin tu de peux réponses dans certains domaines. me transmettre ben, ce qui marche le mieux pour ça, ou ton expérience, est-ce que je peux assister à tes consultations? Et c'est vraiment, enfin voilà, je trouve que l'expérience, ça n'a pas de prix. Et en fait, je me disais, mais bon, déjà, je supportais pas, tu vois, de me retrouver face à des murs et de sentir que j'étais pas compétente dans des choses que je rencontrais chez plein de patients et de manquer de clés. Donc ça m'a poussé naturellement à apprendre plus. Mais en plus, je me suis dit, ben, ces compétences, une fois que tu les as, on ne peut pas te les enlever et ça t'ouvrira peut-être des portes un jour. Et en fait, Ouais, bien sûr. 2023 a vraiment été, tu vois, un peu l'aboutissement de ça pour moi. Enfin, l'aboutissement. Encore une fois, j'ai de belles années devant moi pour continuer à apprendre et avoir des expériences. Mais je me suis dit, bah, voilà, l'occasion s'est présentée. Ça faisait 6 ans et demi que je me formais. J'étais prête pour ça, à la fois en kiné, à la fois en naturo. Et pareil pour quand je suis arrivée en Australie. Tu vois, au final, j'ai trouvé, enfin, j'ai quitté la France en me disant, j'ai aucune idée de comment je vais pouvoir travailler là-bas parce que je savais que je pouvais pas être kiné officiellement. Et je pense que ça m'a quand même aidé pour trouver un job. J'ai mis 2 jours à trouver un poste dans une super clinique parce que bah, j'avais un background de formation et je suis tombée sur une clinique qui adore les gens qui se forment. Et ils m'ont dit, waouh, mais t'as fait ça, mais t'as 2 métiers et tout. Et je me suis dit, bah, mine de rien, j'avais aucune idée de où ça me mènerait. Il n'y avait rien qui était calculé, mais c'est vrai qu'on c'est pas quand les occasions sont là qu'il faut se former. Je pense il faut se former et le jour où l'occasion arrive et qu'on est prêt, ben on se dit, waouh, ça Mais valait le tu sais, je coup. pense Et que il y a jamais il y a jamais de hasard. Il y a jamais de hasard. J'allais faire une phrase bateau, il y a jamais de hasard, il y a que des rencontres.
Mais en réalité, ouais, il y a jamais de hasard dans le sens où tout le monde pense que tout le monde, tu vois, les gens dans la grande majorité, je vais pas dire tout le monde parce que c'est jamais bon de faire une généralité, mais dans la grande majorité, les gens vont dire, ouais, mais t'as eu trop de la chance. Non, en fait, Ouais, c'est pas de la chance. Parce qu'à un moment donné, ton collègue qui te donne le bon plan pour l'équipe haïtienne, bah, en fait, le bon plan, il te l'aurait peut-être jamais proposé s'il était conscient que tu n'avais pas tout ce panel, tout cet éventail de compétences. Donc, à un moment donné, moi, je crois pas, je crois pas en la chance. Je sais qu'elle existe parce que bah, il y a des fois des rencontres, etc. On peut pas ouais. le nier. Mais en tout cas, à un moment donné, euh, dire que la chance est la mère créatrice d'une réussite, tu vois, je suis quand même assez sceptique dans le sens où à un moment donné, bah, déjà la chance, tu la provoques, tu vois. Et toi, bah, pour le coup, tu l'as provoqué avec ton cursus, tes compétences et ce que tu pu développer. Donc je pense il y a jamais vraiment de hasard dans la vie. Et je pense qu'il faut, s'il y a quelque chose à retenir de tout ce que tu as de tout ce dont tu as pu nous parler durant ce podcast, c'est vraiment de partir de postulats à la fois simples et de faire un petit peu, d'être curieux, d'aller mener ses enquêtes, d'aller faire ses propres recherches, de ne pas s'arrêter en disant, bon, bah, il n'y a pas d'information, donc ça veut dire qu'il ne se passe rien sur ce sujet. Et des fois, d'avoir cette curiosité, cette envie de créer un petit peu, de se créer sa propre compétence, entre guillemets et de pas attendre tout le temps que la compétence elle arrive sur un plateau, en tout cas que les connaissances arrivent sur un plateau, parce que toi tu nous l'as dit, tu as mis 6 ans et demi pour acquérir ce schéma de compétences, et néanmoins, bah, aujourd'hui, toi, tu as mis en place et tu as mis une formation en place qui va permettre à la fois de gagner du temps sur l'aspect donc temporel, qui va être gain de temps sur l'aspect temporel, sur l'aspect également financier, et puis sur l'aspect expérience. Et ça, Mm. l'expérience, à un moment donné, c'est, je pense, l'une des plus grosses richesses qu'on puisse dispenser en tant que personne de terrain. Je pense que c'est vraiment la chose la plus importante. C'est clairement ce que tu as mis en place aussi, toi, avec ta formation, comme on en avait parlé. C'est pareil, c'est Ouais. des années d'expérience de terrain, d'athlètes coachés. Et je pense qu'à chaque athlète, tu continues d'apprendre parce que tu Mhm. rencontres toujours des cas, des nouveaux cas où tu te dis, bah, ça, j'ai jamais rencontré, ou ça, bah, elle, je vais devoir lui donner, je vais devoir essayer une autre phrase, il n'y a rien qui fait déclic, et paf, t'ajoutes, tu vois Ouais, quelque chose, une complètement. autre façon d'approcher ton athlète, etc. Puis c'est la variété aussi. La variété, comme toi tu le disais, toi tu vas avoir des gens que tu vas voir sur l'aspect kiné, tu vas avoir des gens que tu vas voir sur l'aspect plus naturo, tu as des gens qui tu vas avoir pour les deux, tu as des gens qui vont venir, qui venaient ni pour de la kiné ni pour de la naturo, mais en fait qui vont quand même y trouver leur compte parce que tu vas leur apporter des pistes de réflexion. Et moi, c'est ce que j'aime souvent à dire et c'est ce que je mets en avant aussi sur ma formation, c'est que moi en fait j'ai rencontré des publics qui sont tellement vastes. Moi, ce qu'il faut vous dire, c'est que en termes d'expérience, quand je parle de gymnastique, pendant ma formation, pendant un an, j'ai encadré ce qu'on appelle, nous, les baby gym, c'est-à-dire des gamins qui ont entre 2 et 3 ans. Je ne sais pas si vous imaginez le truc de la maîtrise d'un espace, de la maîtrise de plein de choses qu'il faut avoir avec des enfants de 2 à 3 ans. Ensuite, je me suis orienté vers des gamins plus sur de l'aspect gym compétitive. Donc, je récupère à 6 ans. Imaginez-vous la pédagogie à 7 ans qu'il faut avoir pour expliquer à un enfant qu'il va falloir qu'il monte à une corde, qu'il redescende, que ça va être dur, qu'il va sans doute se brûler et qu'arrivé en bas, il va falloir qu'il recommence. Alors que lui, en fait, il est venu pour faire de la gym. Donc, je ne sais pas si vous imaginez ce schéma-là. À cela s'ajoute, bah, vous travaillez avec des filles, vous travaillez avec des garçons, vous travaillez avec des adolescents, vous travaillez avec des adultes, vous travaillez avec des personnes âgées. Moi, tu vois, j'ai tout cet éventail-là, mais comme toi, tu peux rencontrer. Et en fait, c'est ce qui fait, je pense, notre force et notre richesse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut parler d'expérience. Mais moi, il y a un terme que j'aime beaucoup aussi, c'est ce que j'appelle le vécu. Le vécu, tu vois, c'est deux choses différentes. L'expérience, c'est une chose, mais le vécu, c'en est une autre. Tu peux avoir de l'expérience dans un domaine, mais si tu as de l'expérience dans un domaine avec des expériences qui sont visiblement toujours les mêmes, tu vois, aujourd'hui, tu as des gens qui se revendiquent spécialistes dans un domaine, mais en fait, ils sont spécialisés dans un domaine, mais cette spécialité, ils l'ont jamais exportée nulle part, tu vois. C'est-à-dire des gens qui te disent, moi, je suis spécialiste gym, et qui ont fait de la gym et du crossfit, mais qui n'ont jamais utilisé la gym comme un moyen de préparation physique avec des mecs qui font du vélo ou avec ou de la moto.
qui sont pas allés exporter leurs compétences dans un sport comme dans de la pole dance. Tu vois, moi, c'est des choses que j'ai mis en place et derrière qui te permettent d'avoir un recul encore différent, c'est-à-dire sur la pratique gym qui est le noyau central et qui te permet de te dire, bon, bah ok, j'ai le noyau gym, c'est-à-dire je maîtrise bien cette base-là, mais par contre, comment ça interagit dans une autre discipline? Et ça, en fait, c'est ce qui vient enrichir ta pratique de base. Parce que tu as une vision de ta pratique dans ton sport, dans lequel j'ai passé, tu vois, moi, plus de 30 ans. Et en fait, en allant l'exporter dans d'autres disciplines, tu dis, ah tiens, ça c'est intéressant. Tiens, je vais peut-être pouvoir rajouter une autre manière d'aborder les choses et ça vient enrichir ta pratique de base. Donc des fois, c'est vrai que ça porte un petit peu à sourire, tu vois, c'est comme les gens dans ton domaine qui vont se dire kiné, expert dans tel ou tel domaine. Non, mais en fait, tu es t'es expert de rien du tout. En fait, tu as un domaine d'expertise, certes, mais en fait, quand tu grattes un petit peu sur le cursus, bah, tu te rends compte que leur cursus, il n'est pas si large que ça. Et toi, aujourd'hui, je pense que tu peux revendiquer cet aspect-là, de dire, bah, OK, moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'inflammation sur l'aspect kiné, mais par contre, l'inflammation, moi, je la maîtrise dans toute sa latéralité. Là, on n'est pas juste dans bonjour, je viens. Attends 2 petites secondes, j'ai ma tablette qui sonne. Euh, Toi, tu peux vraiment parler d'une problématique dans toute sa latéralité. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a très très peu de gens qui sont capacités de pouvoir faire ça, de par justement ce manque de vécu. Et toi, ce vécu que tu as pu avoir avec l'équipe haïtienne, parce que moi, j'estime que c'est pas une expérience, mais plus un vécu, une aventure humaine que tu as pu vivre, qui t'a apporté vraiment toute cette latéralité et qui fait qu'aujourd'hui, tu as fait une formation qui est blindée et ultra pertinente, quoi. Ouais, ouais. Après, il faut rester humble malgré tout parce que plus tu en apprends, plus tu te rends compte de tout ce que tu sais Mais pas. oui, exactement, exactement. Mais tu sais, c'est le Et syndrome de Dunning-Kruger. Ceux qui pensent en savoir le plus, en fait, enfin, ceux qui en disent le plus, c'est ceux qui en savent le moins. Tu vois, la notion d'ignorance. J'ai l'impression d'en savoir beaucoup. Non, en fait, tu te rends compte que plus tu avances dans le temps et moins t'en sais. Et je te rejoins complètement sur cette notion d'humilité. Et c'est justement pour ça que moi, tu vois, j'essaye de me challenger tout le temps. Et c'est ce que tu fais. Bah, pour le coup, toi, on est une sacrée belle image aussi de la notion de challenge, d'aller se challenger pour aller justement découvrir des zones d'ombre. Tu vois, moi, je l'assimile un peu, tu sais, à ces jeux-là, tu sais, où tu découvres la map au fur et à mesure. Tu sais, voilà, tu fais une quête, tu as réussi ta quête, et en fait, tu vois, la map, elle s'agrandit au fur et à mesure. Bah, en fait, tu vois, moi, en tout cas, ma pratique, et je pense que toi, tu as la vision, t'as une vision qui est un petit peu similaire. Ma pratique, je l'identifie vraiment à ça. Tu vois, on fait une quête, boum, on a fini, allez, hop, bam, on passe à une étape suivante. Et à chaque fois, tu vois, d'aller grappiller, en fait, tu t'élargis un champ des possibles qui est juste incroyable. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de super important et de se dire, bah, en fait, quand je pense être arrivé à mon sommet de compétences, bah, en fait, c'est là qu'il faut que je remette tout en question et que je me dise, bah, il y a encore sans doute d'autres pistes à aller creuser, etc. Alors, quand je dis tout remettre en question, bien entendu, c'est pas tout balayer d'un revers de la main, mais en tout cas, de se donner cette opportunité de pouvoir encore accroître ses compétences parce qu'en fait, c'est littéralement infini. Parce que déjà, il y a des avancées en termes de science, en termes de méthodologie, en termes d'expérience. Il y a aujourd'hui des outils qu'on n'avait pas il y a 10, 15 ou 20 ans, des outils de testing, des outils de mesure qui font qu'aujourd'hui, on est capable d'optimiser de manière quasi permanente. Est-ce que tu vois, je vais rebondir sur une question. Est-ce que tu penses aujourd'hui que la performance humaine, de par ce que tu as pu constater de ton expérience à toi, est-ce que la performance humaine peut encore être optimisée de manière considérable ou est-ce que tu penses que là, on arrive quand même déjà à vraiment quelque chose de très abouti en termes de développement sur la performance humaine? alors, c'est dur de C'est une question mesurer. difficile, hein? Ouais. Non, je pense qu'on peut encore améliorer. Après, beaucoup, euh, pas forcément, parce je pense on peut améliorer, on va encore découvrir des choses, on va encore mettre des choses en place. Euh, Beaucoup, ça dépend, tu vois, on parle en termes de résultats sur les records Ouais, actuels. On ne va pas non plus faire des miracles absolus, mais oui, je pense que ça va continuer de grandir, continuer de s'améliorer, et on va continuer de pousser un peu les connaissances aussi et les études à ce niveau-là, parce que euh, pour moi, l'empirisme précède toujours, tu vois, la mise en ouais, évidence de manière scientifique. complètement. Et là, on est dans une phase, enfin voilà, il y a des choses qui, on est beaucoup encore dans l'empirisme et peut-être qu'on va
du coup s'y intéresser, pouvoir pousser un petit peu plus et faire enfin, s'y intéresser vraiment un peu plus en profondeur. Par exemple, bah, tu vois, ne serait-ce que le cycle menstruel, Hmm. les études, elles commencent seulement à arriver. Donc moi, je suis convaincue que sur cette partie-là, par exemple, oui, clairement, tu peux faire des améliorations. Mais au niveau de la santé hormonale, certainement aussi, au niveau de la santé nerveuse, Bah enfin après, oui, on se rend compte qu'en fait, il y a peut-être déjà beaucoup de données qu'on a, beaucoup d'études ou beaucoup de données qu'on a et qui sont que peut-être que toutes ces données et ces connaissances qu'on a, elles sont peut-être déjà extrêmement sous-utilisées. Tu vois, je pense que quand je parlais, est-ce qu'on est en capacité d'optimiser? Euh, Moi, mon sentiment, oui, on est capable d'arriver dans un niveau d'optimisation qui peut être vraiment très, très important, au sens où on a, je pense, à l'heure actuelle déjà beaucoup, beaucoup de données, que ce soit scientifiques ou des retours d'expérience, mais qui sont, à mon sens, sous-exploités. Donc oui, je pense qu'il y a déjà de quoi faire. Mais toi, je pense que tu dois t'en rendre compte même en termes de soins. Tu as peut-être beaucoup de personnes qui ont des pathologies, euh, des pathologies chroniques ou des pathologies d'usure, etc., qui pourraient sans doute être évitées. pensais plutôt haut niveau, tu vois. Je me suis dit, en haut niveau, il y a quand même un encadrement qui est complet, tu vois. Je pensais que c'était Ouais. vraiment. Je sais pas si tu parlais vraiment de Pas, l'optimisation, pas de partout, hein. Pas de partout, hein. Il faut bien se dire que c'est vraiment pas de partout parce que dans des sports où il y a un petit peu de thune, oui, mais franchement, c'est vraiment pas le cas de partout, hein. on est d'accord. Mais après, ça, que chez monsieur et madame tout le monde, chez les sportifs, athlètes de tous les jours, etc., bien sûr que oui, il y a énormément de choses à faire. Il y a vraiment des choses à faire. Et pour moi, ça passe, comme on disait, par l'information, l'autonomisation, la compréhension et bah, vraiment voilà, la transmission de l'information de manière vulgarisée. Et puis le fait de, bah, ne serait-ce que de s'y ouvrir, quoi, de s'y intéresser, de vouloir aller chercher les réponses. Et moi, c'est ça que je trouve trop chouette avec les patients en naturopathie. C'est que souvent, c'est des personnes qui ont cette volonté, tu vois, qui prennent Ouais, bien une sûr. consultation, et ça, malgré tout, c'est bête, mais ça fait une différence parce que ben, tu t'impliques plus malgré La tout. démarche. Bien sûr, voilà, tu fais la démarche et tu as une problématique, tu veux une réponse. Et du coup, c'est génial parce que c'est des personnes enfin, voilà, qui sont demandeuses et du coup qui veulent comprendre. Et enfin, c'est pour ça qu'on a des résultats qui sont chouettes aussi dans ces consultations-là parce que les patients sont hyper impliqués, ont envie de mettre les choses en place, ont envie de prendre soin d'eux, ont envie de régler leurs problèmes. Et encore une fois, ça passe, c'est vraiment de l'information. Moi, mon boulot, c'est de démêler le tableau, comme je te disais tout à l'heure avec le bilan, de comprendre un peu, enfin voilà, de relier tous les symptômes entre eux et d'avoir une vision complète et ensuite de transmettre l'information pour rendre autonome. Et donc oui, là-dessus, on peut faire une énorme différence, même en termes de performance chez les sportifs euh, de tous les jours. Encore une fois, même à très bon niveau, très très bon niveau, ça fait une grosse différence. Et ouais, Ok. Et ben écoute, c'est une bien belle conclusion de cet épisode. Écoute, c'était comme toujours passionnant. On a l'occasion d'échanger de manière assez régulière. Tu as un boulot à la fois passionnant, tu es quelqu'un de passionnant dans ta manière d'aborder les choses. Donc merci à toi pour ton temps. Je mettrai bien entendu en description un petit peu ton profil Instagram, également le lien pour ta formation et je vous invite vivement à aller rejoindre la formation de Marion si vous êtes dans le milieu médical, quel que soit votre niveau de formation, vous arriverez forcément à glaner des petites choses qui vont peut-être révolutionner un petit peu votre pratique. Et puis, bien entendu, je vais finir ce podcast par ma petite phrase. Seuls les poissons morts, pardon, nagent dans le sens du courant. Donc, n'hésitez pas parfois à aller à contre-courant. Ça ne pourra que être bénéfique pour vous. Marion, encore une fois, mille merci à toi. Je te dis à très vite et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao, Marion. également.